Que se passe-t-il lorsque le monde d'un puissant homme d'affaires entre en collision avec l'innocence d'une jeune fille de province lorsque la richesse rencontre la pureté et que l'expérience fait face à des cœurs intacts? Voici une histoire qui remettra en question tout ce que vous croyez sur l'amour, la responsabilité et les secondes chances. Au fait, d'où nous regardez-vous? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prêt pour une montagne russe émotionnelle qui vous laissera vous interroger sur la nature même de l'amour, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables. Maintenant, plongeons dans un conte qui prouve que l'amour ne connaît pas de frontières. La ligne d'horizon de Chicago scintillait comme des diamants éparpillés contre la nuit d'octobre, ces lumières se reflétant sur les baies vitrées du penthouse de Michael Thompson à Lincoln Park. À 42 ans, Michael avait bâti un empire de béton et d'acier, sa société de construction transformant le paysage de la ville un gratte-ciel à la fois. Ce soir, cependant, le succès pesait plus lourd que d'habitude sur ses larges épaules. Il desserra sa cravate en soie italienne en franchissant la porte d'entrée en acajou, son costume anthracite sur mesure portant les plis d'une autre journée de 18 heures. L'accord avec Meridian Corp avait enfin été conclu. Un contrat de 50 millions de dollars qui assurerait l'avenir de son entreprise pour les 5 prochaines années. Pourtant, au lieu de la célébration, l'épuisement coulait dans ses veines comme du plomb. « Bonsoir, Monsieur Thompson. » La voix était douce, presque musicale, portant la plus légère trace d'un accent du Midwest qui semblait déplacé dans son monde urbain. Sophistiqué, les yeux grisaciers de Michael se levèrent pour trouver Emily Hanson debout dans le foyer en marbre immaculé, ses mains délicates jointes devant sa simple robe bleu marine. À 19 ans, elle possédait une beauté naturelle que les cosmétiques coûteux ne pouvaient reproduire. Des cheveux auburn qui captaient la lumière comme du cuivre bruni, des yeux émeraudes qui scintillaient d'une chaleur sincère, et un sourire qui semblait illuminer toute la pièce. Pendant des mois, Emily avait fait partie de son personnel de maison, arrivant chaque matin avant l'aube et partant après qu'il se soit retiré dans son bureau. Domicile, elle était un fantôme dans sa vision périphérique, efficace et invisible. Exactement comme il préférait son personnel domestique. Mais ce soir, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la façon dont l'éclairage ambiant captait la douce courbe de sa pommette, ou comment sa présence semblait remplir l'espace caverneux d'une vie inattendue. La maison a l'air impeccable, comme toujours, s'entendit dire Michael, sa voix plus douce que prévu. Avez-vous dîné? Les joues d'Émilie rosirent délicatement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Pendant tous ces mois où elle avait travaillé pour lui, leur conversation ne s'était jamais étendue au-delà des reconnaissances polies et des instructions de base sur la gestion de la maison. Non, monsieur. Je finissais juste dans la cuisine avant de rentrer chez moi. Elle passa une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste nerveux que Michael trouva étrangement attachant. Dîner avec moi. Les mots s'échappèrent avant que son esprit rationnel ne puisse intervenir. J'apprécierai la compagnie ce soir. Le cœur d'Emily battait la chamade contre ses côtes. Elle pensa à son minuscule studio à Backtown, où l'attendait une soupe de reste et la lecture de manuels scolaires. Elle pensa à ses cours de pédagogie à l'université de Paul, où elle poursuivait son rêve de devenir enseignante au primaire. Surtout, elle pensa à ses parents à Meadowbrook, Kansa, Marie et Robert Hanson, qu'il avait élevés avec de fortes valeurs chrétiennes et une foi inébranlable en la bonté des gens. C'est très gentil, monsieur Thompson. Mais je ne voudrais pas m'imposer. Emily, son nom sur ses lèvres sonnait différemment. Intime en quelque sorte. S'il vous plaît, quelque chose dans son ton, vulnérable, presque suppliant. La fille décidait. Je serais honoré. Alors qu'il s'installait dans la salle à manger, le lustre en cristal projetant des arcs-en-ciel prismatiques sur la table en acajou, Emily se sentit comme Alice tombant dans le terrier du lapin. La porcelaine valait plus que son salaire mensuel, l'argenterie plus lourde que tout ce qu'elle avait jamais tenu. Et pourtant la présence de Michael en face d'elle rendait l'espace opulent étrangement confortable. « Parlez-moi de vous, » dit Michael en étudiant son visage comme s'il la voyait pour la première fois. « Qu'est-ce qui vous a amené à Chicago ?» Les doigts d'Emily traçaient nerveusement le bord de son verre de vin, son premier goût d'alcool, le liquide bordeaux étranger sur sa langue. J'ai grandi à Meadowbrook, Kansas, population 1203. Enfin 1202 maintenant que je suis ici. Elle sourit avec gêne. J'étudie la pédagogie primaire à De Paul. Je veux rentrer chez moi un jour et enseigner dans l'école où j'ai appris à lire. C'est admirable, dit Michael, et il le pensait. Quand avait-il rencontré pour la dernière fois quelqu'un avec des intentions aussi pures? Vos parents doivent être fiers. Une ombre passa sur le visage d'Emily. Ils ne sont pas au courant de ça. Elle fit un geste vers la pièce somptueuse. Ils pensent que je travaille dans un café près du campus. Ils ne comprendraient pas pourquoi j'ai besoin de faire le ménage pour payer mes études. Pourquoi n'avez-vous pas contracté de prêt comme les autres étudiants?
Parce que la dette ressemble à des chaînes, répondit Émilie sans hésitation. Mon père a toujours dit que devoir de l'argent à des étrangers est le premier pas vers la perte d'eux. Son âme, Michael, faillit s'étouffer avec son vin. Tout son modèle économique était basé sur l'endettement, sur des risques calculés et des emprunts stratégiques. Pourtant, il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa perspective, comme une brise fraîche à travers son monde surchauffé de machinations d'entreprise. Au fil de la soirée, leur conversation s'est déroulée avec une facilité surprenante. Emilia parlait de sa ville natale avec une affection si vive que Michael pouvait presque sentir les champs de blé et entendre les cloches de l'église méthodiste de Meadowbrook. En retour, il s'est surpris à partager des histoires de son propre parcours, de la société de construction qu'il avait créée à partir de rien, de la satisfaction de voir ses bâtiments remodeler l'horizon, de la solitude que le succès avait apportée de manière inattendue. « Regrettez-vous parfois d'avoir quitté votre maison ?» demanda Michael alors qu'il partageait un dessert de mousse au chocolat qu'Emilie aborda avec l'émerveillement d'un enfant à Noël. Chaque jour, admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais les rêves exigent parfois de s'éloigner des personnes que l'on n'aime plus. Quelque chose a bougé dans la poitrine de Michael, un mouvement tectonique qu'il n'arrivait pas tout à fait à identifier. Voici une jeune fille, une femme, se corrigea-t-il, qui avait tout quitté pour poursuivre ses études, occupant des emplois que d'autres pourraient considérer comme indignes d'elle, tout en maintenant un optimisme qui semblait rayonner de l'intérieur. Alors que l'horloge du grand-père dans le couloir sonnait 11 heures, la réalité commença à s'imposer. Emily se leva de sa chaise, lissant sa robe avec ses mains gracieuses. « Merci pour le dîner, M. Thompson. C'était la soirée la plus merveilleuse que j'ai eue depuis mon arrivée à Chicago, Michael. » dit-il en se levant également. « Appelez-moi Michael. » Ils se firent face dans la lumière dorée de la salle à manger, l'air entre eux crépitant d'une possibilité tacite. Michael pouvait sentir son parfum, quelque chose de simple et de floral qui lui rappelait les matins de printemps. Emily pouvait sentir l'intensité de son regard comme un contact physique, ses joues brûlant d'un mélange d'excitation et de confusion. « Emily, dit Michael, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Je. » Elle s'approcha, ses yeux émeraudes scrutant son visage. À 19 ans, elle n'avait jamais rien ressenti de téléphone que l'électricité qui parcourait ses veines. La façon dont tout son corps semblait se pencher vers cet homme compliqué et puissant qui lui avait montré une gentillesse si inattendue. « Je devrais y aller, murmura-t-elle, mais ne fit aucun mouvement vers la porte. « Devriez-vous » La main de Michael se leva pour toucher sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec une douceur infinie. Les yeux d'Émilie se fermèrent au contact, son souffle se coupant dans sa gorge. Elle pensa à ses parents, aux valeurs qu'ils lui avaient inculquées, à la promesse qu'elle s'était faite de rester pure jusqu'au mariage. Mais elle pensa aussi à la solitude dans les yeux de Michael, à la façon dont il avait écouté ses rêves comme s'ils comptaient, au sentiment que peut-être Dieu les avait réunis pour une raison qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Quand elle ouvrit les yeux, Michael l'étudia avec une intensité qui lui fit froncer les genoux. « Je n'ai jamais... » commença-t-elle, puis s'arrêta, les joues inondées de couleurs. La compréhension se fit jour dans l'expression de Michael, suivie rapidement de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Émilie, nous ne devrions pas. » Pourquoi pas? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, les surprenant tous les deux par son audace. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu, vibrant de possibilités et de dangers. La main de Michael tenait toujours la joue d'Émilie, son pouce traçant des motifs sur sa peau douce, comme pour mémoriser chaque détail. La partie logique de son esprit criait des avertissements. Elle était son employée, elle avait 19 ans. Elle était innocente d'une manière qu'il avait oublié exister, mais la partie de lui qui était vide depuis si longtemps souffrait d'une faim inhabituelle de connexion. Parce que, dit-il finalement, sa voix rauque, une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Le cœur d'Émilie battait la chamade contre ses côtes, mais son regard ne quitta jamais le sien. Peut-être que je ne veux pas revenir en arrière. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une confession, comme une prière, comme une déclaration de guerre contre tout ce qui était censé. Michael chercha sur son visage le moindre signe de doute, la moindre lueur d'incertitude qu'il pourrait utiliser comme excuse pour s'éloigner, pour retourner à la distance de sécurité qui avait défini leur relation jusqu'à ce soir. Au lieu de cela, il ne trouva que de la détermination, mêlée à une sorte de confiance qui lui serra douloureusement la poitrine. « Émilie, murmura-t-il, son nom de bénédiction sur ses lèvres. « Êtes-vous certaine ?» Elle répondit en se levant sur la pointe des pieds, ses lèvres effleurant les siennes avec la douceur hésitante de quelqu'un qui n'avait jamais embrassé un homme auparavant. Le contact envoya des ondes de choc à travers le système de Michael. Chaque terminaison nerveuse soudainement vivante de sensations. Il avait embrassé d'innombrables femmes,
Des créatures sophistiquées qui savaient exactement ce qu'elles voulaient et comment l'obtenir, mais rien ne l'avait préparé à l'innocence dévastatrice du contact d'Emily. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement. Les yeux d'Emily brillaient de larmes non versées. « J'ai peur, admit-elle, la voix tremblante. Mais pas de toi. J'ai peur de manquer cette chance, de me demander pour toujours ce qui aurait pu être. » La résolution de Michael s'effrita comme du sable. Avec un soin infini, il lui prit la main et la conduisit vers les escaliers. Chaque pas résonnant dans la maison silencieuse comme un battement de cœur. Emily suivit, ses doigts entrelacés avec les siens. Son esprit tourbillonnant avec l'ampleur de ce qui allait se passer. Sa chambre était une étude d'élégance masculine, bois sombre, tissu riche et baies vitrées offrant une vue imprenable sur le lac Michigan. Mais Emily remarqua à peine le décor. Son monde entier s'était rétréci à l'homme debout devant elle. Ses mains tremblant légèrement alors qu'il attrapait la fermeture éclair de sa robe. « On peut arrêter, dit-il, son front contre le sien, à tout moment. Nous pouvons nous arrêter. » La réponse d'Emily fut de l'aider avec la fermeture éclair. Ses mouvements maladroits mais déterminés. Alors que le tissu glissait au sol, le souffle de Michael se coupa dans sa gorge. Elle était plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Des courbes et des vallées peintes par le clair de lune et l'ombre. Sa peau lumineuse comme de la nacre. « Tu es parfaite, souffla-t-il. » Et il le pensait avec une sincérité qui les surprit tous les deux. Ce qui suivit fut une douce tempête de sensations et d'émotions. Michael, avec toute son expérience, n'avait jamais fait l'amour à quelqu'un dont chaque réponse était nouvelle, dont les halètements et les soupirs naissaient d'un véritable émerveillement plutôt que d'une performance étudiée. Emily, submergée par des sentiments qu'elle n'avait jamais imaginés, se donna entièrement. Non seulement son corps, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré qu'elle avait gardé pendant 19 ans. Quand ce fut fini, ils restèrent enlacés dans les draps froissés. La tête d'Emily reposant sur la poitrine de Michael, tandis que ses doigts peignaient ses cheveux. Le poids de ce qui s'était passé s'installa progressivement sur eux. Comme la neige tombant sur un paysage hivernal. « Je devrais probablement rentrer chez moi, » dit doucement Emily. Bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour quitter le cercle de ses bras. « Reste, » répondit Michael, le mot s'échappant avant qu'il ne puisse en considérer les implications. « S'il te plaît. » Emily leva la tête pour le regarder. Ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules comme une chute d'eau cuivrée. « Tu es sûr ?» Au lieu de répondre par des mots, Michael la serra plus fort, scellant ses lèvres sur les siennes dans un baiser qui avait le goût de promesses coquinaises. Deux n'étaient prêts à faire. Emily se fondit en lui, son corps s'ajustant au sien, comme si elle avait été créée spécifiquement pour ce moment. Cet homme, cette parfaite tempête de circonstances et de désirs, alors que l'aube peignait l'horizon de Chicago de nuances de rose et d'or. Emily dormait paisiblement dans les bras de Michael, sa respiration douce et régulière contre sa poitrine. Mais Michael resta éveillé, fixant le plafond alors que la réalité de ce qu'il avait fait commençait à s'abattre sur lui comme des vagues contre une digue. Il avait 42 ans, était établi, puissant, et il venait de coucher avec sa gouvernante de 19 ans, une vierge. De surcroît, le mot résonnait dans son esprit avec une horreur croissante. Il avait pris quelque chose de précieux à quelqu'un de pur. Quelqu'un qui lui faisait entièrement confiance. À quoi avait-il pensé? Quel genre d'homme était-il pour profiter d'une fille assez jeune pour être sa fille? Quelqu'un qui travaillait pour lui, quelqu'un qui dépendait de lui pour sa subsistance, alors qu'Emily s'agitait dans ses bras. Un léger sourire jouant sur ses lèvres même dans son sommeil. Michael sentit quelque chose de froid et de dur s'installer dans son estomac. Cela avait été une erreur. Une belle et dévastatrice erreur qui pourrait ruiner leur deux vies, soigneusement pour ne pas la réveillé, Michael s'extirpa du lit et enfila sa robe de chambre. Il se dirigea vers son bureau et, avec des mains qui tremblaient légèrement, commença à écrire une note. Chaque mot ressemblait à une petite trahison, mais il se dit que c'était nécessaire, qu'il les protégeait tous les deux de quelque chose qui ne pouvait que se terminer en désastre. Quand Emily se réveilla 1 heure plus tard, le lit à côté d'elle était vide et froid. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, illuminant une seule feuille de papier sur l'oreiller où la tête de Michael s'était trouvée. Avec des doigts tremblants, elle déplia la note et lut à Emily. « La nuit dernière était une erreur qui n'aurait pas dû se produire. J'ai laissé un chèque sur le comptoir de la cuisine. Considérez-le comme une prime pour votre excellent service. Veuillez récupérer vos affaires et considérez votre emploi comme terminé avec effet immédiat. Je pense qu'il est préférable que nous ne nous revoyions plus. Monsieur Thompson. » Le papier tomba au sol alors que le monde d'Emily basculait sur son axe. La chose belle et terrifiante qui avait fleuri entre eux était en train d'être écrasée avant même de pouvoir prendre racine. Elle pensa au visage de ses parents, à la honte qui la consumerait s'ils savaient ce qu'elle avait fait, au rêve qui semblait soudainement impossible à atteindre. Les mains d'Emily tremblaient alors qu'elle s'habillait avec les vêtements de la veille.
La robe bleue marine qui avait semblé si appropriée pour le dîner, ressemblant maintenant à un costume de la vie de quelqu'un d'autre. Chaque mouvement lui rappelait ce qui s'était passé entre eux. La manière tendre dont Michael l'avait touché, les murmures révérencieux de son nom, le moment où elle lui avait donné quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer, et maintenant. À la dure lumière du matin, tout avait été réduit à une erreur digne d'un licenciement. Elle a trouvé le chèque dans la cuisine comme promis. Plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 3 mois. Les zéros dansant devant ses yeux comme une blague cruelle. Le papier croustillant ressemblait à de la honte dans ses mains. Comme un paiement pour service rendu, et elle l'a immédiatement froissé. Son estomac se retournant d'humiliation. Émilie rassembla ses quelques effets personnels dans le placard de rangement. Une petite photo de ses parents, un pool de rechange. Son exemplaire usé de ne tirer pas sur l'oiseau moqueur qu'elle lisait pendant ses pauses. Chaque objet semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Chargé du souvenir de l'innocence perdue et de la confiance trahie, alors qu'elle atteignait la porte d'entrée. Son téléphone vibra avec un SMS de sa colocataire Jessica. « Comment s'est passée ta journée ? Tu es généralement à la maison maintenant. » Emily fixa les mots, incapable de formuler une réponse qui ne démêlerait pas tout. Comment pourrait-elle expliquer qu'en l'espace de 12 heures, elle avait vécu la nuit la plus belle et la plus dévastatrice de sa vie? Comment pourrait-elle faire face aux questions de Jessica alors qu'elle ne pouvait même pas traiter ce qui s'était passé elle-même? Le trajet en train pour retourner à Backtown s'est déroulé dans un flou de mouvements et de regrets. Emily a pressé son front contre la fenêtre fraîche, regardant la ville se réveiller autour d'elle. Les navetteurs se précipitant au travail, les enfants se rendant à l'école. La vie continuant son rythme normal tandis que son monde avait fondamentalement changé. Pendant ce temps, Michael était assis dans son bureau, 40 étages au-dessus de la ville, fixant des contrats qui auraient aussi bien pu être écrits en grec ancien. Les mots nageaient devant ses yeux. Des symboles sans signification qui ne pouvaient retenir son attention, alors que tout ce à quoi il pouvait penser était le regard sur le visage d'Emily lorsqu'elle avait murmuré son nom dans l'obscurité. Son téléphone vibrait constamment, des entrepreneurs ayant besoin d'une approbation, des investisseurs voulant des mises à jour, son assistante lui rappelant un déjeuner avec les urbanistes. Mais chaque sonnerie ressemblait à une intrusion. Une demande de normalité qu'il n'était pas prêt à fournir. Monsieur, son assistante, Margaret, apparut à la porte. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré l'heure matinale, les dirigeants de Meridian sont là pour la réunion de 9 heures. Michael regarda sa montre, 9h15. Il avait complètement oublié la réunion de suivi pour la signature du contrat d'hier. Faites-les. Entrez. Les 2 heures suivantes se passèrent dans un brouillard de discussions techniques et de projections financières. Michael hocha la tête au moment approprié, signal à hausse s'était indiqué. Mais son esprit resta fixé sur le souvenir de la confiance d'Emily, la façon dont elle l'avait regardé comme s'il était quelque chose de précieux plutôt que de prédateur. Quand les cadres sont enfin partis, Michael s'est retrouvé seul avec des pensées qui n'offraient aucun réconfort. Il avait fait ce qu'il fallait, se disait-il. Emily avait 19 ans et était influençable. Travaillait pour payer ses études universitaires avec le rêve d'enseigner aux enfants. Il était un homme d'affaires de 42 ans avec une réputation à maintenir et des responsabilités qui laissaient peu de place aux complications émotionnelles. Mais s'il avait fait ce qu'il fallait, pourquoi sa poitrine se sentait-elle vide? Comme si quelque chose d'essentiel avait été découpé et jeté, son téléphone sonna. Le sortant de sa rêverie, l'identification de l'appelant montrait le numéro de son ex-femme et le sang de Michael se glaça. Amanda n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, généralement lié à leur règlement de divorce amer. « Que veux-tu, Amanda ?» répondit-il sans préambule. Tant de chaleur. Michael, pas étonnant que notre mariage ait été un tel succès. Sa voix portait le sarcasme familier qui avait caractérisé leurs dernières années ensemble. Je t'appelle à propos du gala de charité de la semaine prochaine. Tu as promis d'y assister. Et je dois confirmer les chiffres. Michael se frotta les tempes, sentant un mal de tête monter derrière ses yeux. J'y serai. Merveilleux. Essayez de ne pas amener une jeune croqueuse de diamants cette fois. La dernière que tu as fréquentée était à peine plus âgée que mon neveu. Le commentaire a touché plus près de la réalité que Amanda aurait pu l'imaginer. Et la prise de Michael sur le téléphone s'est resserrée. J'irai seul. Encore mieux. Peut-être que les gens arrêteront de parler de ta crise de la quarantaine évidente. Après avoir mis fin à l'appel, Michael regarda par les fenêtres de son bureau la ville qui s'étendait en contrebas. Était-ce ce que la nuit dernière avait été? Une crise de la quarantaine jouée avec une jeune fille innocente qui méritait tellement mieux. Là, pensée lui donna la nausée. De l'autre côté de la ville, Emily était assise dans son cours de littérature américaine, le professeur Williams discutant des thèmes de la perte et de la rédemption dans la lettre écarlate. Mais les mots ressemblaient à des coups physiques. La honte et l'isolement d'Esteprane semblaient traverser les siècles pour se moquer de la situation d'Emily, Mademoiselle Hanson.
La voix du professeur Williams a percé ses pensées tourbillonnantes. Quelle est votre interprétation du traitement de la culpabilité par Ron dans ce passage? Les joues d'Émilie brûlèrent alors que Vin perdu se tournait vers elle. Oui, la culpabilité est quelque chose qui transforme les gens, dit-elle lentement. Sa voix à peine stable. Parfois, elle les détruit, mais parfois, elle leur apprend qui ils sont vraiment sous toutes les apparences. Excellente observation, répondit le professeur, mais Émilie entendit à peine l'éloge. Ses paroles ressemblaient à une prophétie, à une feuille de route pour ce qui allait suivre. Après le cours, elle se promena sans but dans Lincoln Park, les feuilles d'automne craquant sous ses pieds comme des promesses brisées. Le quartier était familier. Elle l'avait traversé d'innombrables fois en se rendant au penthouse de Michael. Mais maintenant il lui semblait étranger, comme si la géographie elle-même avait changé pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Son téléphone vibra avec un autre texto de Jessica. « Monsieur, je m'inquiète. Où es-tu » Emily tapa et supprima une douzaine de réponses avant de se décider pour « J'ai perdu mon travail. Je fais une promenade pour me vider la tête. » La réponse est venue immédiatement. « Oh, M. G. Que s'est-il passé? Rentre à la maison. Je ferai du thé et nous trouverons une solution. » Du thé, comme si quoi que ce soit pouvait être réglé avec de la camomille et de la sympathie. Mais Emily se retrouva quand même à rentrer chez elle, attirée par la promesse de l'amitié et de la normalité. Même si elle ne pourrait jamais partager toute la vérité sur sa disgrâce. En marchant, Emily pressa une main sur son abdomen. Un geste né de l'instinct plutôt que de la connaissance. Quelque chose semblait différent, bien qu'elle ne puisse nommer quoi. Un sentiment de changement qui allait plus loin que le chagrin d'amour, plus loin que la trahison. 6 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit, 6 semaines pendant lesquelles Emily s'était plongée dans ses études avec une intensité désespérée. Tout en évitant soigneusement le quartier de Lincoln Park, elle avait trouvé un nouveau travail dans une librairie près du campus, moins d'argent. Mais l'odeur du papier et de l'encre lui procurait un réconfort que le nettoyant pour vitre et le poli pour marbre n'avait jamais eu. Jessica avait cessé de poser des questions après l'histoire soigneusement construite d'Emily sur son licenciement pour des raisons budgétaires, bien que ses regards inquiets suggéraient qu'elle soupçonnait plus que ce qu'Emily partageait. Leur minuscule studio semblait plus petit chaque jour, le chagrin et la confusion d'Emily s'étendant pour remplir chaque recoin. C'est lors d'une journée particulièrement difficile, elle avait reçu une lettre de refus du programme de stage d'enseignement en raison de documents financiers incomplets, qu'Emily a remarqué pour la première fois les changements dans son corps. La fatigue qui allait au-delà du stress, la façon dont certaines odeurs lui donnaient la nausée, la plénitude tendre de ses seins qui n'avait rien à voir avec son cycle menstruel, qu'elle réalisa avec une horreur croissante être maintenant en retard de 3 semaines. Emily était assise sur le sol de la salle de bain de leur appartement, fixant le test de grossesse dans ses mains tremblantes, comme si elle pouvait forcer les résultats à changer. 2 lignes roses la regardaient avec une certitude inébranlable, chacune étant un verdict qui remodèlerait tout son avenir. Enceinte, à 19 ans, non mariée, sans emploi de sa principale source de revenus, et portant l'enfant d'un homme qu'il avait jeté comme le journal d'hier. Le sanglot qui s'échappa de sa gorge était rauque, primal. Le son d'un projet de vie se désintégrant en temps réel. Elle pensa à ses parents à Medoubjouk, à leur visage qui se plisserait de déception et de honte. Elle pensa à son diplôme d'enseignante, à la salle de classe pleine d'enfants qu'elle avait rêvé d'enseigner, à l'avenir qui semblait soudainement incroyablement lointain. Surtout, elle pensa à Michael, à la façon dont il l'avait touché avec une telle révérence, aux promesses que ses yeux avaient faites même si ses paroles ne l'avaient pas fait, à la froideur brutale de son renvoi. Comment lui dirait-elle? Comment pourrait-elle faire face à l'homme qui avait clairement fait savoir que leur nuit ensemble n'était rien de plus qu'un regrettable manque de jugement? Pendant 3 jours, Emily a porté le secret comme une pierre dans sa poitrine, assistant mécaniquement aux cours et travaillant à la librairie, tandis que son esprit tournait à travers des scénarios impossibles. Elle a envisagé de ne rien dire du tout à Michael, de gérer la situation seule d'une manière ou d'une autre. Elle a envisagé d'appeler ses parents, de tout avouer et de retourner à Medoubjouk pour faire face aux conséquences. Mais le jeudi soir, alors qu'elle a rangé une vitrine de livres pour enfants et regardait un jeune père lire Bonne Nuit il alluma sa petite fille, Emily a su ce qu'elle devait faire. L'enfant à l'intérieur d'elle, à peine de la taille d'une framboise, selon l'application de grossesse qu'elle avait téléchargée, méritait mieux que des secrets et de la honte. Michael méritait de savoir, quelle que soit la façon dont il choisirait de réagir. Cette nuit-là, Emily se tenait devant le bâtiment de verre élégant qui abritait Thompson Construction, regardant les lumières dans la fenêtre du bureau de Michael comme elle l'avait fait d'innombrables fois en arrivant au travail. Le gardien de sécurité, la reconnaissant malgré les semaines d'absence, lui fit signe d'entrer avec un sourire bienveillant qui lui serra la poitrine de nostalgie. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage sembla éternel, chaque étage marquant une autre seconde pour changer d'avis.
Une autre occasion de fuir vers la sécurité relative de l'incertitude. Mais Émilie resta enracinée sur place, sa main pressée protectriquement sur son ventre encore plat. La porte du bureau de Michael était ouverte, le révélant penché sur des plans d'architecte. Les manches de sa chemise retroussées et ses cheveux noirs légèrement décoiffés à force d'y passer. Les doigts. La vue de lui envoya une cascade complexe d'émotions à travers le système d'Émilie, amour, colère. Désir et terreur se mélangeant en quelque chose d'innommable. Michael. Son nom s'échappa de ses lèvres à peine plus qu'un murmure. Mais sa tête se redressa comme si elle avait crié. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Le visage de Michael passa par la surprise. La culpabilité est quelque chose qui aurait pu être du soulagement avant de se figer dans une expression soigneusement neutre. Émilie resta à la porte. Soudainement incertaine de sa décision de venir ici. Émilie, il se leva lentement. Les mains appuyées sur le bureau comme s'il avait besoin de soutien. Tu ne devrais pas être ici. Je sais. Émilie entra dans le bureau, fermant la porte derrière elle avec une finalité tranquille. Mais nous devons parler. Les yeux de Michael scrutèrent son visage, observant les nouveaux creux sous ses pommettes. Les ombres sous ses yeux, la façon dont elle se tenait avec une fragilité qui n'était pas là avant. La culpabilité l'envahit par vagues, culpabilité pour ce qu'il avait fait. Culpabilité pour la façon dont il l'avait géré. Culpabilité pour la douleur évidente que ses actions avaient causée. « Je suis désolé, dit-il. Les mots inadéquats mais nécessaires, la façon dont j'ai mis fin aux choses. J'ai mal géré la situation. Vous l'avez géré comme un lâche, répondit Émilie. Sa voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de déborder. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Quelque chose dans son ton fit se serrer la poitrine de Michael d'un pressentiment. Émilie se dirigea vers le fauteuil en face de son bureau, s'asseyant avec la précision soignée de quelqu'un qui essaie de garder le contrôle. Je suis enceinte, Michael. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Tout l'air s'échappant de ses poumons, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Michael s'agrippa au bord de son bureau, ses jointures blanches sous la force de sa prise. « Qu'est-ce que tu dis que je suis enceinte ?» répéta Émilie. Sa voix plus forte maintenant que le secret était enfin dévoilé. Environ 6 semaines. Ce qui signifie, elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Ils savaient tous les deux exactement quand la conception avait eu lieu. Michael s'enfonça dans son fauteuil, son esprit vacillant. Enceinte. Émilie était enceinte de son enfant, la jeune fille qu'il avait rejetée comme une erreur. La femme dont il avait brisé la confiance par sa cruauté portait son bébé. Êtes-vous certaine? La question était automatique. Mais du choc plutôt que du doute. Les yeux d'Émilie brillèrent de douleur et de colère. J'ai fait 3 tests, Michael, j'en suis certaine. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le lointain bourdonnement de la circulation 40 étages plus bas. Michael fixa Émilie comme s'il la voyait pour la première fois. Cette fille courageuse et brisée, qui était revenue dans sa vie pour lui annoncer une nouvelle qui allait tout changer. « Que voulez-vous faire ?» demanda-t-il finalement. Sa voix soigneusement contrôlée. La main d'Émilie se posa instinctivement sur son ventre. « Je ne sais pas encore, mais je pensais que vous aviez le droit de savoir. » Michael hocha la tête bien que ses pensées soient chaotiques. Un bébé avec Émilie. Les implications s'abattirent sur lui comme des dominos, sa réputation, ses relations d'affaires. L'attention médiatique qui suivrait inévitablement. Un homme d'affaires prospère engrossant sa gouvernante adolescente serait une mine d'or pour les tabloïds. Mais sous la panique et les préoccupations professionnelles, quelque chose d'autre s'agita, quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement ou de la terreur, ou les prémices d'une émotion qu'il n'était pas prêt à nommer. « Nous devons en discuter correctement, » dit Michael en se levant et en contournant le bureau. « Pas ici, pouvez-vous ? Voudriez-vous dîner avec moi demain? Nous devons trouver ce qui va se passer ensuite. » Émilie étudia son visage, cherchant le moindre signe de la tendresse qu'elle avait entrevue cette nuit-là. Il y a 6 semaines. Au lieu de cela, elle ne trouva que le calme soigné d'un homme d'affaires négociant une affaire difficile. « D'accord, » accepta-t-elle en se levant de son fauteuil. « Mais Michael, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne te demande pas de régler ça pour moi, ni de nous sauver, ni de prendre une responsabilité que tu ne veux pas. Je voulais juste que tu saches. » Alors qu'Émilie atteignait la porte, la voix de Michael l'arrêta. « Émilie !» Elle se retourna, et pendant un instant, son masque glissa, révélant l'homme conflictuel en dessous. « Merci de m'avoir dit. » Elle hocha une fois la tête, puis disparut dans le couloir, laissant Michael seul avec les plans et la connaissance dévastatrice que sa vie venait de prendre. Un tournant dont il n'y aurait pas de retour en arrière. Le restaurant que Michael a choisi pour leur dîner était sobrement élégant. Le genre d'endroit où les conversations pouvaient se tenir sans crainte d'être écoutées, où l'éclairage était assez doux pour cacher la tension sur leurs 2 visages. Émilie est arrivée la première, les mains jointes sur ses genoux, tandis qu'elle étudiait le menu sans vraiment voir les mots. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une simple robe noire qui lui effleurait les genoux.
professionnel n'est pas sévère. Une tentative de projeter une maturité au-delà de ses 19 ans. L'ironie ne lui a pas échappé. Qu'elle essayait d'avoir l'air plus âgée pour une conversation sur le fait de devenir mère. Michael apparut à la porte précisément alors, ses yeux balayant le restaurant jusqu'à ce qu'il la trouve. Il avait l'air plus âgé en quelque sorte. Des rides de sagesse gravées autour de ses yeux qui n'étaient pas là il y a 6 semaines, alors qu'il s'approchait de la table. Emily sentit son rythme cardiaque s'accélérer malgré sa détermination à rester calme. « Merci d'être venu, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. Sa voix était formelle, prudente. Le ton qu'il pourrait utiliser avec un associé plutôt qu'avec la femme qui portait son enfant. Bien sûr, la réponse d'Emily fut tout aussi mesurée. Bien que ses mains tremblassent légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Ils commandèrent sans trop prêter attention au menu. Tous deux trop concentrés sur la conversation à venir pour se soucier de la nourriture. Quand le serveur se retira, un silence inconfortable s'installa entre eux, comme une troisième présence à la table. « J'ai réfléchi », commença Michael, ses doigts tambourinant contre la nappe, aux options. À ce qui pourrait être le mieux pour nous deux. La colonne vertébrale d'Emily se redressa. Quel genre d'option? La pose de Michael fut infinitésimale, mais elle l'aperçut. L'hésitation de l'homme se préparant à dire quelque chose qu'il savait blessant. Il y a des procédures, des cliniques, ce serait propre. Simple. Personne n'aurait besoin de le savoir. Les mots frappèrent Emily comme des coups physiques. Chacun heurtant les valeurs que ses parents lui avaient inculquées. La vie qui grandissait à l'intérieur de son corps, et tout espoir insensé qu'elle avait nourri que Michael pourrait d'une manière ou d'une autre vouloir cet enfant. Un avortement, dit-elle clairement, laissant le mot planer dans l'air entre eux. Cela résoudrait tout, continua Michael, son esprit d'homme d'affaires travaillant déjà sur la logistique. Vous pourriez continuer vos études sans interruption. Je pourrais fournir un soutien financier. M'assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Ce serait comme si rien ne s'était jamais passé, termina Emily, sa voix dangereusement calme. Comme si je n'avais jamais existé dans ta vie du tout. Michael tressaillait à l'exactitude de son évaluation. Emily, sois pratique. Tu as 19 ans, tu essaies de finir tes études, de construire une carrière. Un bébé ferait dérailler tout ça. Vraiment? Les yeux d'Emily s'enflammèrent d'un feu que Michael n'avait jamais vu auparavant. Ou serait-ce juste gênant pour toi? Mauvais pour ton image d'avoir une adolescente enceinte comme ton petit secret sale? Ce n'est pas, commença Michael, mais Emily le coupa. J'ai grandi dans une ville où les gens croient encore au bien et au mal, Michael. Où les actions ont des conséquences dont on ne se débarrasse pas simplement quand elles deviennent gênantes. Son éducation du Midwest se reflétait dans la force tranquille de sa voix. Ses valeurs aussi solides que les champs de blé de son enfance. J'ai peut-être fait des erreurs, mais je ne les aggraverai pas en prenant une vie. La mâchoire de Michael se serra. Vous laissez l'émotion obscurcir votre jugement. Pensez à ce que cela signifie pour votre avenir, pour votre famille. Que diront vos parents lorsqu'ils apprendront que leur fille est enceinte et non mariée? La question a fait mouche et le calme d'Emily s'est légèrement fissuré. Elle a pensé à Marie et Robert Hanson, à leur visage qui s'affaisserait de déception, au chuchotement de leur congrégation qui les suivrait pendant des années. Mais elle a aussi pensé aux petits battements de cœur qui commenceraient dans quelques semaines. Un enfant qui méritait une chance quelles que soient les circonstances de sa conception. Ils seront déçus, admit-elle, sa voix plus douce maintenant. Ils seront blessés, confus et probablement en colère. Mais ils m'ont élevé pour que j'assume la responsabilité de mes choix. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Michael se penchant en arrière dans son fauteuil, étudiant le visage d'Emily avec un mélange de frustration et de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Sa résolution était absolue, inébranlable d'une manière qui l'impressionnait et le terrifiait à la fois. « Et si je ne suis pas intéressé à être père ?» demanda-t-il sans détour. « Si je ne veux rien avoir à faire avec ça ?» Emily resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur son verre de vin intact. Quand elle leva les yeux, son expression était douloureusement vulnérable, mais déterminée. « Alors je le ferai seule, dit-elle simplement. Je ne suis pas venue ici en attendant à ce que vous me sauviez, ou que vous vouliez soudainement une famille. Je suis venue parce que vous méritez de savoir et parce que ce bébé mérite de savoir d'où il vient. Même si vous choisissez de ne pas faire partie de sa vie. » Le serveur apparut avec leurs plats principaux, l'interruption offrant un bref répit à l'intensité de leur conversation. Tous deux picoraient leur nourriture sans appétit, le poids des émotions non dites remplissant l'espace entre eux. « Je pourrais fournir un soutien financier, dit finalement Michael, une pension alimentaire, des frais médicaux, des frais de scolarité, mais je ne voudrais aucune reconnaissance publique, aucune réclamation légale sur mon nom ou ma succession. » La fourchette d'Emily s'arrêta à mi-chemin. De sa bouche. « Tu veux me payer pour que je garde le silence sur ton implication. Je veux m'assurer que l'enfant est pourvu tout en protégeant notre vie privée à tous les deux. »
corrigea Michael, bien que la distinction lui parût fragile, même à lui. C'est généreux de votre part, dit Émilie en posant sa fourchette avec un soin délibéré. De soutenir votre enfant tout en niant son existence. Émilie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Non, Michael, essaie de comprendre. La voix d'Émilie s'éleva légèrement, attirant les regards des tables voisines avant qu'elle ne se reprenne et ne la baisse à nouveau. Ce n'est pas une transaction commerciale. C'est un être humain que nous avons créé ensemble, que ce soit prévu ou non. Et je ne te laisserai pas traiter notre enfant comme une sorte de dépense gênante à gérer à distance. Michael sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une reconnaissance de la féroce protection d'Émilie qui lui rappela pourquoi il avait été attiré par elle en premier lieu. Sa passion, sa boussole morale inébranlable. Sa capacité à voir clairement à travers les compromis et les justifications qui étaient devenues une seconde nature pour lui. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-il, et pour la première fois ce soir-là. Sa voix portait une émotion sincère plutôt qu'un calcul prudent. Émilie le regarda fixement. « Je veux que tu sois honnête avec moi, avec toi-même, avec tout ce qui va suivre. Je veux que tu reconnaisses que cet enfant fait partie de nous deux. Pas seulement un inconvénient à gérer. Et je veux que tu décides si tu vas être le genre d'homme qui assume la responsabilité de ses actes, ou le genre qui paie les autres pour faire comme s'il n'avait jamais eu lieu. » Le défi flottait entre eux comme un grand jeté, exigeant une réponse qui définirait non seulement leur future relation, mais aussi le caractère fondamental de Michael. Alors qu'Émilie attrapait son sac à main, se préparant à partir, Michael sentit le sol trembler sous tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. « Émilie, attends. » Le désespoir dans sa voix les surprit tous les deux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. À tout ça. » Elle s'arrêta, sa main sur la bandoulière de son sac à main. « Combien de temps? Une semaine, dit Michael. Donne-moi une semaine pour découvrir quel genre d'homme je veux être. » Émilie étudia son visage un long moment, cherchant la sincérité sous les couches de confusion et de peur. Finalement, elle hocha la tête. « Une semaine, Michael. Mais comprenez bien ceci. Je vais avoir ce bébé. Que vous fassiez partie de sa vie ou non. La seule question est de savoir si vous allez être un père ou juste un nom sur un acte de naissance. » La semaine de contemplation de Michael a commencé par des nuits blanches et des journées distraites, son monde soigneusement ordonné basculant sur son axe alors qu'il se débattait avec l'ultimatum d'Émilie. Il s'est retrouvé à conduire sans but dans les rues de Chicago, passant devant les quartiers où il avait bâti sa réputation, devant les chantiers de construction qui portaient le nom de son entreprise, cherchant des réponses dans le paysage familier de son succès. Mardi, il s'est retrouvé garé devant une petite aire de jeu à Lincoln Park, regardant des enfants se poursuivre sur les barres de singes et les toboggans pendant que leurs parents discutaient sur des bancs voisins. Une petite fille aux cheveux auburn si semblable à ceux d'Émilie a attiré son attention alors qu'elle aidait un garçon plus jeune à atteindre la balançoire. Son petit visage sérieux de concentration. Pour la première fois, Michael a essayé de s'imaginer comme l'un de ses parents. A essayé d'imaginer un enfant avec les yeux d'Émilie et son menton têtu. L'image était à la fois terrifiante et étrangement fascinante, comme regarder un avenir qu'il ne s'était jamais permis d'envisager. Pendant ce temps, Émilie s'est plongée dans ses études avec une intensité renouvelée, comme si la réussite scolaire pouvait d'une manière ou d'une autre compenser le chaos dans lequel sa vie personnelle était devenue. Mais sa concentration était dispersée, son esprit dérivant constamment vers la conversation avec Michael, vers la semaine qui ressemblait à une vie d'incertitude. Jessica l'avait finalement acculé mercredi soir, armée de thé à la camomille et de la détermination à extraire la vérité de sa colocataire, visiblement en difficulté. « D'accord, ça suffit, » annonça Jessica en s'installant sur le lit d'Émilie avec l'autorité d'une meilleure amie qui avait atteint sa limite de politesse. « Tu te promènes comme un fantôme depuis des semaines. Tu manges à peine, tu regardes tes manuels comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes. Et hier je t'ai surprise en train de pleurer devant une publicité pour de la nourriture pour bébé. Que se passe-t-il vraiment ?» Émilie regarda son amie, la douce et optimiste Jessica de la banlieue de Denver, dont la plus grande crise existentielle avait été de choisir entre le marketing et la communication comme spécialisation, et sentit l'énorme fossé entre leurs expériences. Comment pourrait-elle expliquer le poids de porter un enfant dont le père la voyait comme une erreur à gérer? « Je ne peux pas tout te dire, dit finalement Émilie, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais je suis enceinte. » La tasse de thé de Jessica s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Tu es enceinte, mais Émilie, tu n'as même jamais. Je veux dire. Quand as-tu? » « C'est compliqué, dit Émilie, l'euphémisme du siècle. C'est le gars de ton ancien travail, celui dont tu ne parlais jamais. » L'esprit de Jessica travaillait déjà, reliant des points qu'Émilie n'avait pas réalisé avoir laissés visibles. Le silence d'Émilie suffisait comme réponse. « Oh ma chérie. » Jessica posa son thé et serra Émilie le long.
Ses bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais avoir le bébé, dit Émilie. Les mots devenant plus faciles à chaque fois qu'elle les prononçait. Je vais trouver un moyen de finir mes études, de travailler et d'être une mère, et je le ferai. Que quelqu'un d'autre pense que c'est possible ou non. Et le père, le rire d'Émilie était creux. Il décide s'il veut être impliqué. Je lui ai donné une semaine pour savoir s'il peut supporter. D'avoir un enfant avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi, Jessica recula, son visage féroce d'indignation. Émilie, tu es l'une des personnes les plus incroyables que je connaisse. Tu es intelligente, gentille et déterminée, et n'importe quel homme aurait de la chance de... Jessica. La voix d'Émilie était douce mais ferme. Ce n'est pas si simple. Il est plus âgé, établi, important. Et je ne suis que la fille qui faisait le ménage chez lui. L'image complète commença à se former dans l'esprit de Jessica. Et son expression passa de la confusion à la compréhension, puis à la colère. « Émilie, s'il te plaît, dis-moi que ce n'était pas une sorte de situation où tu t'es sentie sous pression ou... » « Non. » dit rapidement Émilie. « Ce n'était pas comme ça. C'était magnifique, en fait. Ce qui rend tout le reste bien pire, » elles restèrent silencieuses un moment. Le poids de la situation d'Émilie s'installa entre elles comme une présence physique. « L'aimes-tu » demanda doucement Jessica. Émilie ferma les yeux, se souvenant des mains de Michael dans ses cheveux, la façon dont il l'avait regardée pendant le dîner, comme si elle était quelque chose de précieux et de rare. Je pensais que oui, peut-être que je l'aime toujours, mais l'amour ne semble pas beaucoup compter quand l'autre personne pense que vous n'êtes qu'une erreur qui doit être nettoyée. De l'autre côté de la ville, Michael menait sa propre conversation difficile avec son partenaire commercial et ami le plus proche, David Chen. Ils étaient assis dans le bureau de David, la ligne d'horizon de Chicago scintillant derrière les fenêtres alors que Michael buvait son troisième Scoy tenta d'expliquer l'inexplicable. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, » dit David, son attitude normalement imperturbable montrant des fissures d'incrédulité. « Vous avez couché avec votre gouvernante de 19 ans, vous l'avez renvoyée le lendemain matin. Et maintenant elle est enceinte de votre enfant. Quand vous le présentez comme ça sonne. Ça sonne comme toutes les mises en garde sur les hommes puissants et leurs mauvais jugements qui ont jamais été écrite, interrompit David. « Michael, à quoi pensais-tu? » Je ne pensais pas, admit Michael. Lorsque lui déliant la langue, je ressentais ce qui, apparemment, est quelque chose pourquoi je suis spectaculairement mauvais. David se penchant en arrière dans son fauteuil, étudiant son ami avec un mélange d'inquiétude et d'exaspération. Ils se connaissaient depuis 15 ans, avaient construit leurs entreprises à partir de rien pour en faire des puissances de Chicago, avaient navigué ensemble dans les eaux dangereuses des affaires, du divorce et du succès. « Parle-moi d'elle, » dit finalement David. « Dis-moi vraiment. Comment est-elle » Michael resta silencieux un long moment, ses doigts traçant des motifs sur le verre. « Elle est extraordinaire. Jeune, oui, mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Elle a cette clarté morale qui tranche avec toutes les conneries dont nous nous entourons. Elle travaille pour payer ses études de professeur, veut retourner dans sa ville natale du Kansas et éduquer des enfants qui n'ont probablement pas les moyens d'avoir du matériel adéquat. On dirait que vous l'admirez. » « Je l'admire, » dit Michael, surpris de sa propre honnêteté. « Elle me donne envie d'être un homme meilleur que je ne le suis réellement. » « Et pourtant vous l'avez renvoyée et lui avez suggéré de se faire avorter. » Michael tressaillit. « Je la protégeais, nous protégeait tous les deux. Le scandale à lui seul détruirait sa réputation. Et probablement la mienne aussi. Ou tu te protégeais toi-même et tu te convainquais que c'était noble, suggéra David. « Michael, je t'ai vu prendre des décisions difficiles pendant des années. Tu n'es généralement pas aussi conflictuel, sauf si ton cœur est impliqué. » « Mon cœur ?» Michael rit amèrement. « David, elle a 19 ans. Que pourrais-je bien lui offrir, à part des complications et des regrets ?»« Peut-être que ce n'est pas à toi de prendre cette décision, » répondit David. « Peut-être que la question n'est pas ce que tu peux lui offrir. Mais si tu es assez courageux pour découvrir ce que vous pourriez construire ensemble. » Les mots frappèrent Michael comme de l'eau froide, clarifiant des pensées qui avaient été brouillées par la peur et les préjugés. Il pensa au visage d'Émilie lorsqu'elle lui avait parlé de la grossesse. Ni suppliante ni manipulatrice, mais simplement honnête. Elle ne lui avait pas demandé de l'épouser, de la soutenir ou même de reconnaître l'enfant publiquement. Elle lui avait demandé d'être honnête sur le genre d'homme qu'il voulait être. « Qu'est-ce que tu ferais » demanda Michael. David resta silencieux un moment, réfléchissant. « Je me demanderais si j'avais plus peur du scandale ou de manquer la chance de faire partie de quelque chose de réel pour la première fois de ma vie. » Alors que Michael rentrait chez lui dans les rues calmes, les paroles de David résonnaient dans son esprit. La semaine qu'Émilie lui avait donnée était presque terminée, et il n'était pas plus près d'une décision qu'il ne l'avait été au restaurant. Mais peut-être que ce n'était pas entièrement vrai. Peut-être que, enfoui sous sa peur, ses préoccupations pratiques et son habitude ancrée de choisir la sécurité plutôt que la
Vulnérabilité, il savait déjà ce qu'il voulait faire. La question était de savoir s'il avait le courage de le faire. Le dimanche est arrivé avec une chaleur inhabituelle qui a fait affluer les habitants de Chicago. Dans les parcs et au bord du lac, s'agrippant à ce qui pourrait être le dernier jour de douceur avant que l'emprise de l'hiver ne se resserre sur la ville, Emily était assise à Lincoln Park, le même parc où Michael avait observé les enfants jouer plus tôt dans la semaine, sa main reposant consciemment sur son ventre encore plat alors qu'elle essayait de se préparer à la décision qu'il avait prise. Les nausées matinales s'étaient intensifiées au cours des derniers jours. La laissant nauséeuse et épuisée, Nelly avait aussi autre chose, un étrange sentiment de protection qui la surprenait par son intensité. Ce petit amas de cellules qui grandissait en elle ressemblait déjà à quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre, quelqu'un qui valait le bouleversement de sa vie soigneusement planifiée. Son téléphone vibra avec un texto de Michael. « On peut se retrouver au café sur Claxjit, près de ta librairie ?» Le cœur d'Emily battait la chamade alors qu'elle répondait « J'y serai dans 20 minutes ». Le café était bondé d'habitués du dimanche après-midi. Mais Michael avait réussi à trouver une table dans un coin, à l'abri du bruit. Il avait l'air différent, en quelque sorte, moins soigné que d'habitude. Ses cheveux légèrement en désordre et sa chemise froissée comme s'il avait dormi dedans. Quand Emily s'approcha, il se leva avec la courtoisie soignée qui lui avait été inculquée depuis l'enfance. Mais ses yeux trahissaient une incertitude qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci d'être venu, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Emily s'assit en face de lui, remarquant les cernes sous ses yeux. La façon dont ses mains tripotaient sa tasse de café. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi. »« Je n'ai pas, » admit Michael. « Pas correctement, en tout cas. Cette semaine a été éclairante. » Emily attendit, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il devait l'entendre. Tout, son avenir, l'avenir de leur enfant. La possibilité de quelque chose qu'elle avait peur de nommer était en jeu dans ce qu'il allait dire. « Je dois te dire quelque chose, » commença Michael, les yeux fixés sur ses mains plutôt que sur son visage, à propos de la raison pour laquelle j'ai réagi comme je l'ai fait ce matin-là. Pourquoi j'ai été si cruel. Michael, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Il leva les yeux et Emily y vit de la douleur, brute et sans défense. Tu étais si confiante, si complètement ouverte avec moi. Tu m'as donné quelque chose de précieux. Quelque chose que tu n'avais jamais donné à personne d'autre et j'ai paniqué. L'erreur d'Emily que tu as regrettée. Non, le mot est sorti féroce, définitif, parce que j'ai 42 ans. Et je n'ai jamais rien ressenti d'aussi réel que ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là, parce que tu m'as fait ressentir des choses dont je ne me savais pas capable. Et ça m'a terrifié. L'aveu flottait entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à trouver. Emily sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Je me suis convaincu que je te protégeais, poursuivit Michael, sa voix gagnant en force, que la meilleure chose que je pouvais faire était de te laisser tomber avant que tu ne t'en mêles dans ma vie compliquée. Mais la vérité, c'est que je me protégeais moi-même de trop ressentir, de vouloir quelque chose que je ne pensais pas mériter. Et maintenant, la voix d'Emily était à peine un murmure. Michael tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les siens avec une chaleur hésitante. Maintenant, je pense que j'ai été un idiot. Maintenant, je pense que tu es peut-être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et j'ai été trop effrayé et stupide pour le voir. Le cœur d'Emily s'envola, puis s'écrasa immédiatement alors que la réalité s'imposait. Michael, rien n'a changé. J'ai toujours 19 ans. Je suis toujours ton ancien employé. Je suis toujours enceinte d'Anne. Bébé que tu n'as ni planifié ni voulu. Tu as tort sur une chose, dit Michael, sa main recouvrant complètement la sienne. Je veux ce bébé. Je te veux. Je veux avoir la chance de prouver que je peux être l'homme que tu croyais que j'étais cette nuit-là. Que dites-vous? Michael prit une profonde inspiration. Le geste d'un homme plongeant d'une falaise sans aucune certitude de ce qui l'attendait en bas. Je dis que je veux t'épouser, Emily. Je veux donner à notre enfant un nom, une famille et toute la stabilité que je peux lui offrir. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et essayer de mériter la confiance que tu m'as accordée. Emily retira sa main comme si son contact la brûlait. Mariage. Michael, tu me connais à peine. Nous avons partagé une nuit et une conversation. On ne construit pas un mariage sur ça. Alors nous le construirons sur tout ce qui viendra après. Dit Michael avec urgence. Emily, je sais que c'est rapide. Je sais que ce n'est pas le conte de fées dont tu rêvais probablement quand tu étais petite. Mais je sais aussi que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me défie comme tu le fais, qui me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Et quand la nouveauté s'estompera, demanda Emily, la voix épaisse de larmes. Quand tu réaliseras que je n'ai pas ma place dans ton monde, que je ne sais pas quelle fourchette utiliser lors des dîners chics ou comment faire la conversation avec tes associés, quand tu commenceras à en vouloir au scandale.
Au commérage et à la façon dont les gens nous regardent. Michael resta silencieux un moment, considérant ses paroles avec le sérieux qu'elles méritaient. Alors je me souviendrai qu'aucune de ces choses n'a autant d'importance que la façon dont tu me fais sentir vivant pour la première fois depuis des années. Et je travaillerai chaque jour pour m'assurer que tu ne regretteras jamais d'avoir pris une chance avec nous. Émilie ferma les yeux, sentant le poids de la décision peser sur elle comme une force physique. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, s'accrocher à la possibilité de l'amour, de la sécurité et d'un père pour son enfant. Mais une autre partie, celle élevée sur des valeurs pratiques du Midwest, savait que le désir seul n'était pas suffisant pour construire une vie. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour réfléchir, pour prier à ce sujet, pour savoir si ce que tu offres est réel ou juste de la culpabilité déguisée en romance. Michael hocha la tête, bien qu'elle puisse voir la déception dans ses yeux. Combien de temps? Je ne sais pas, admit Emily. Mais Michael, si nous faisons ça, si nous essayons de faire fonctionner un mariage, j'ai besoin de ta promesse que ce ne sera pas seulement à propos du bébé. Je ne serai pas un cas de charité que tu as épousé pour faire la bonne chose. Émilie, regarde-moi. Quand elle ouvrit les yeux, le regard de Michael était fixe et sûr. Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec la charité et tout à voir avec le fait que tu as complètement bouleversé mon monde de la meilleure façon possible. Le bébé fait partie de notre histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Alors qu'ils quittaient le café ensemble, marchant lentement dans l'après-midi d'automne, Émilie sentit les premiers frémissements de quelque chose qu'elle avait peur d'appeler de l'espoir. L'avenir restait incertain, semé de complications et de défis qu'elle pouvait à peine imaginer. Mais pour la première fois depuis ce matin dévastateur il y a cette semaine, elle s'autorisa à se demander si peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait suffire à combler le fossé entre leurs mondes. La décision d'Émilie de demander conseil au père Martinez à la chapelle du campus la surprise. Elle-même, elle n'avait jamais été particulièrement pieuse, avait fréquenté l'église plus par tradition familiale que par conviction personnelle. Mais quelque chose dans la proposition de Michael avait éveillé un besoin de conseil au-delà de sa propre sagesse incertaine. La chapelle était calme en fin d'après-midi, la lumière d'automne filtrant à travers les vitraux pour peindre les bancs en bois de couleur chatoyante. Le père Martinez, un homme d'une soixantaine d'années qui avait passé des décennies à conseiller des étudiants travers diverses crises, à écouter sans jugement Émilie lui raconter tout, la nuit avec Michael, la grossesse, la demande en mariage qui ressemblait à la fois à un salut et à une tentation. Vous avez peur, a-t-il observé quand elle a terminé, sa voix portant l'autorité calme de quelqu'un qui avait entendu d'innombrables confessions de la fragilité humaine. Terrifiée, corrigea Émilie. Père, j'ai déjà fait tellement d'erreurs. Comment savoir que je ne suis pas sur le point d'en faire une autre? Parlez-moi de cette pauvre, dit le père Martinez en s'adossant à sa chaise. Qu'est-ce qui vous effraie spécifiquement dans le fait d'épouser cet homme? Émilie resta silencieuse un moment, organisant des pensées qui tourbillonnaient chaotiquement depuis des jours. J'ai peur qu'il me propose le mariage parce qu'il se sent obligé de le faire, pas parce qu'il m'aime vraiment. J'ai peur qu'une fois la culpabilité dissipée, il me verra pour ce que je suis vraiment. Une fille de province qui s'est laissée dépasser. Et que croyez-vous mériter, Émilie? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais plus. Avant, je pensais savoir exactement à quoi ressemblerait ma vie: finir l'université, enseigner, épouser quelqu'un de chez moi, élever des enfants dans la même église où j'ai été baptisé. Simple, sûr. Et maintenant, je porte l'enfant d'un homme que je connais à peine mais que j'aime peut-être. J'envisage un mariage qui pourrait être soit une bénédiction, soit un désastre, et je n'arrive pas à faire la différence entre le plan de Dieu et mes propres illusions. Le père Martinez sourit doucement. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas toujours mutuellement exclusifs. Émilie, vous parlez de Michael comme s'il était le seul à prendre un risque dans cette situation. Mais vous avez 19 ans. Vous êtes enceinte et vous envisagez de vous marier avec un homme riche et puissant que vous n'avez jamais connu. N'est-il pas possible que votre peur vienne non pas de ses motivations, mais de votre propre valeur? L'intuition la frappa comme un coup physique, forçant Émilie à affronter une vérité qu'elle évitait. Avait-elle vraiment peur que Michael ne l'aime pas? Ou avait-elle peur de ne pas être assez aimable pour maintenir son intérêt une fois la nouveauté passée? Priez à ce sujet, a conseillé le père Martinez à la fin de leur séance. Mais écoutez aussi votre cœur. Parfois, Dieu nous parle à travers les désirs mêmes que nous avons peur de faire confiance. Pendant ce temps, Michael menait ses propres batailles avec le doute et la détermination. La semaine qui a suivi sa demande en mariage s'est étendue comme une année, chaque jour apportant de nouvelles complications alors qu'il tentait d'imaginer comment leur monde radicalement différent pourrait fusionner. Son avocat, Richard Beaumont, avait été direct dans son évaluation des ramifications juridiques et sociales potentielles du mariage avec Emily, un homme d'affaires de 42 ans épousant son ancienne gouvernante enceinte de 19 ans. Richard secoua la tête d'un air sombre.
Michael, les médias vont s'en donner à cœur joie. Vos relations d'affaires pourraient en souffrir. Votre statut social va certainement en prendre un coup et si ça se passe mal, elle pourrait finir avec des réclamations financières importantes contre votre succession. Je ne m'inquiète pas pour l'argent, dit Michael en arpentant le bureau de Richard. Eh bien, vous devriez. Et la différence d'âge? Dans 10 ans, elle aura 29 ans et vous en aurez 52. Dans 20 ans. Dans 20 ans, nous aurons soit construit quelque chose de réel ensemble. Soit nous ne l'aurons pas fait, interrompit Michael. Mais je ne le saurais pas si je ne sais pas. Richard étudia son client avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait vu Michael négocier. Des affaires valant des centaines de millions de dollars. Ce n'est pas une fusion que vous pouvez négocier. Michael, c'est une jeune femme avec ses propres pensées, ses propres sentiments et ses propres projets pour l'avenir. Et si elle décide qu'elle ne veut pas de votre vie après tout? La question a hanté Michael alors qu'il rentrait chez lui dans le crépuscule de Chicago. Et si Emily disait non? Et si elle décidait que les risques l'emportaient sur les récompenses potentielles, que son monde était trop étranger, trop compliqué, trop loin de tout ce qu'elle avait connu, pour la première fois de sa vie d'adulte? Michael a fait face à la possibilité de perdre quelque chose qu'il voulait désespérément sans. Aucune capacité à contrôler le résultat, aucune somme d'argent ou d'influence ne pouvait garantir l'amour d'Emily. Aucune stratégie commerciale ne pouvait surmonter les incertitudes fondamentales de l'émotion humaine. Ce soir-là, Emily a marché dans les rues familières de son quartier, son esprit tourbillonnant avec les mots du père Martinez et ses propres impulsions contradictoires. Elle s'est retrouvée debout devant une petite église catholique, ses portes ouvertes laissant s'échapper le son d'hymne dans l'air frais de la nuit. Sans vraiment le décider, Emily est entrée et s'est glissée dans un banc à l'arrière. Le service était en espagnol. La congrégation composée principalement d'immigrants âgés dont les visages burinés témoignaient d'eux. Vie bâtie sur la foi et le travail acharné. Elle ne comprenait pas les mots, mais la révérence dans leur voix. La certitude de leur culte la remplissait d'une étrange paix, alors que le prêtre élevait l'hostie de communion. Emily se surprit à prier avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Non pas pour un résultat spécifique, mais pour la sagesse de reconnaître le bon chemin lorsqu'il se présenterait à elle. Son téléphone vibra avec un SMS et elle baissa les yeux pour voir le nom de Michael. « Je sais que tu as besoin de temps pour décider. Mais je veux que tu saches que quoi que tu choisisses, je le respecterai. Tu m'as déjà donné plus que ce à quoi j'avais droit. » Emily fixa le message, le lisant 2 fois, puis 3 fois. Il n'y avait aucune pression dans ces mots, aucune manipulation ou culpabilité. Juste une simple reconnaissance de son autonomie et de sa gratitude. C'était, réalisa-t-elle, exactement ce que quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle dirait. Après la messe, Emily se tenait devant l'église pendant que les paroissiens défilaient devant elle. Leur conversation un mélange musical d'espagnol et d'anglais accentué. Une femme âgée s'arrêta à côté d'elle, ses yeux gentils mais curieux. « Est-ce bien, Mija ?» demanda-t-elle dans un anglais très accentué. « Ça va, je suis en train de prendre une décision difficile, répondit Emily. Surprise de sa propre honnêteté, la femme hocha la tête, comme si cela expliquait tout. « El corazón sabe, dit-elle simplement. Le cœur sait. Parfois. Il faut juste être assez courageux pour l'écouter. » Alors qu'Emily rentrait chez elle, les paroles de la femme résonnaient dans son esprit. Le cœur sait. Mais quelle voix était son cœur? Celle qui l'exhortait à la prudence et à l'autoprotection. Ou celle qui lui murmurait que l'amour valait le risque? De retour dans son penthouse, Michael se tenait aux baies vitrées donnant sur le lac Michigan. Son reflet fantomatique dans le verre sombre. La vue qui avait autrefois représenté son triomphe sur une éducation modeste ressemblait maintenant à une barrière entre lui et la vie qu'il voulait vraiment. Il pensa au visage d'Emily quand elle lui parla de la grossesse, effrayée mais résolue, vulnérable mais forte. Il pensa à sa féroce protection de leur enfant à naître, à son refus de prendre la voie facile qu'il lui avait offerte. Surtout, il pensait à la façon dont elle l'avait regardé cette première nuit, comme s'il était quelqu'un digne de sa confiance. Peut-être que c'était ça, l'amour. Pas seulement vouloir quelqu'un, mais vouloir devenir la personne qu'il croyait que vous pouviez être. L'appel est arrivé un jeudi matin, alors qu'Emily tentait d'étudier pour son examen de psychologie du développement. Les mots nageaient devant ses yeux, car les nausées matinales rendaient la concentration presque impossible. Jessica lui a tendu le téléphone avec une expression inquiète. La mère d'Emily n'appelait jamais pendant les heures de cours, sauf si quelque chose n'allait pas. « Emily, ma chérie. » La voix de Mary Hanson portait la chaleur des champs de blé du camp saint et des cloches d'église du dimanche matin, mais en dessous se cachait un tremblement d'inquiétude. « Je sais que tu es occupé par tes études. Mais ton père et moi étions inquiets. Tes lettres ont été si brèves ces derniers temps. Et tu as manqué notre appel habituel du dimanche la semaine dernière. » L'estomac d'Emily se serra de culpabilité et de nausée à parts égales. « Je suis désolé, maman. C'est juste que c'est chargé ici. »
Les partiels, le travail et tout ça. Manges-tu assez? Tu as l'air fatigué. Si seulement tu savais, pensa Émilie, en pressant une main sur son abdomen où leur petit enfant grandissait. Invisible mais de plus en plus réel à chaque jour qui passait. Je vais bien, maman. Vraiment. Eh bien, nous avons des nouvelles qui pourraient te remonter le moral. Madame Renderson, du conseil scolaire, a mentionné qu'il chercherait un nouveau professeur de 3e année l'automne prochain. Elle a spécifiquement posé des questions sur vous. Elle a dit qu'elle se souvenait de l'élève brillante que vous étiez. Le cœur d'Émilie se serra. Le poste d'enseignante dont elle rêvait depuis l'enfance. La trajectoire nette pour retourner à Medoubjouk qu'il avait soutenu à travers le mal du pays, et les difficultés financières semblaient soudain être un chemin qui ne correspondait plus à ses pieds. C'est une merveilleuse nouvelle, réussit-elle à dire. Je pensais que tu serais plus excitée, dit Marie. Son intuition maternelle détectant quelque chose d'anormal malgré la distance qui les séparait. Émilie, est-ce que tout va bien? Tu sembles différente ces derniers temps. Distante. Émilie ferma les yeux, sentant le poids de ses secrets comme des pierres dans sa poitrine. Ses parents l'avaient élevée pour être honnête, pour partager les luttes et les joies avec la famille qui l'aimait inconditionnellement. Mais comment pourrait-elle expliquer que leur petite fille, leur fierté et leur joie, qui étaient partis pour la grande ville avec de si grands espoirs, s'étaient tant éloignés du chemin qu'il lui avait appris à suivre? Je vais bien, maman, répéta-t-elle, le mensonge ayant un goût amer sur sa langue. Je devrais probablement retourner à mes études. Donne mon amour à papa. Après avoir raccroché, Émilie s'assit dans le silence de son appartement. Jessica étant partie en cours avec un regard inquiet en arrière. La conversation avec sa mère avait cristallisé quelque chose qu'elle évitait, quelle que soit la décision qu'elle prendrait concernant la proposition de Michael. Elle aurait des conséquences qui se répercuteraient bien au-delà de Chicago. Si elle épousait Michael, comment l'expliquerait-elle à ses parents? Comment pourrait-elle leur présenter l'homme d'affaires sophistiqué qui avait mis enceinte dehors? Fille adolescente, si elle refusait sa proposition et élevait l'enfant seule, comment subviendrait-elle à ses besoins et finirait-elle ses études? Comment ferait-elle face au jugement de sa ville natale lorsqu'elle reviendrait avec un bébé? Sans Marie, son téléphone vibra avec un texto de Michael, pensant à toi. Comment te sens-tu aujourd'hui? Le simple message d'inquiétude, qui était devenu une routine quotidienne depuis sa demande en mariage, lui fit monter les larmes aux yeux. Malgré sa richesse et son pouvoir, malgré les vastes différences de leurs origines, Michael avait commencé à lui sembler la personne la plus sincère de son monde de plus en plus compliqué. De l'autre côté de la ville, Michael faisait face à ses propres complications. La nouvelle de son changement de comportement avait commencé à circuler dans la communauté d'affaires très unie de Chicago, sa distraction lors des réunions, son absence inhabituelle des événements sociaux, son air général d'un homme aux prises avec des démons personnels. Michael, nous devons parler. Amanda, son ex-femme, était apparue dans son bureau sans prévenir. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son tailleur de créateur rappelant la vie soignée qu'il avait autrefois pensé vouloir. Les gens commencent à se poser des questions. Quel genre de questions? Demanda Michael, bien qu'il puisse deviner. À propos de votre instabilité récente, Richard Beaumont a mentionné que vous envisagez une décision personnelle qui pourrait affecter votre réputation professionnelle. Amanda s'installa dans le fauteuil en face de son bureau, avec l'air de propriétaire de quelqu'un qui avait été RFOI partager son nom. S'il te plaît, dis-moi que tu ne traverses pas une crise de la quarantaine impliquant une relation inappropriée. La mâchoire de Michael se serra. Ma vie personnelle ne te concerne plus. Amanda, c'est quand ça affecte le règlement financier que tu me pèses encore, répondit-elle froidement. Michael, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois bien réfléchir avant de faire quelque chose qui pourrait mettre en péril tout ce que tu as construit. Après le départ d'Amanda, Michael se retrouva à regarder la photo encadrée sur son bureau. Une photo du chantier où son premier grand projet avait démarré il y a 12 ans. Il se souvenait de la fierté qu'il avait ressentie ce jour-là, du sentiment qu'il construisait quelque chose de durable, quelque chose qui définirait son héritage. Maintenant, il se demandait si l'héritage concernait vraiment les bâtiments et les comptes en banque, ou si c'était quelque chose de plus fondamental, la capacité d'aimer, de protéger, de créer la vie plutôt que de simplement la manipuler. Son téléphone sonna, l'interrompant dans sa rêverie. L'identification de l'appelant montrait le numéro d'Emily, et le cœur de Michael s'accéléra immédiatement. « Emily, tout va bien? J'ai besoin de te voir, dit-elle, sa voix tendue d'une manière qui fit retentir des sonnettes d'alarme dans son système. « Peux-tu nous retrouver au parc, celui où nous avons déjeuné? » « J'arrive tout de suite. » Michael trouva Emily assise sur un banc surplombant le lac, le visage pâle et les mains jointes sur ses genoux. Le vent d'automne fouettait ses cheveux aubes autour de son visage, et elle avait l'air incroyablement jeune et fragile sur fond de skyline de la ville. « Qu'est-ce qui ne va pas? »
demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle avec une attention particulière à son langage corporel. J'ai parlé à ma mère aujourd'hui, dit Emily sans préambule. Elle m'a parlé d'un poste d'enseignante à la maison. M'a demandé pourquoi j'avais l'air distante ces derniers temps. A voulu savoir si je mangeais assez. Son rire était creux, cassant. Si seulement elle savait. Michael sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Reconsidérez-vous le bébé? La grossesse? Non, dit rapidement Emily, sa main se posant instinctivement sur son abdomen. Jamais ça. Mais Michael, je n'arrête pas de penser à ce qui se passera ensuite. Quelle que soit ma décision concernant ta demande en mariage, comment expliquer tout ça à mes parents? Comment rentrer à la maison pour Noël? Enceinte et non mariée, comment te présenter à des gens qui pensent encore que se tenir la main avant les fiançailles est scandaleux? Michael resta silencieux un moment, traitant toute l'étendue du dilemme d'Emily. Il s'était tellement concentré sur la persuasion de l'épouser qu'il n'avait pas pleinement considéré le coût personnel qu'elle paierait dans les deux cas. Nous pourrions leur dire ensemble, proposa-t-il. Je pourrais venir avec toi au Kansas. Rencontrer tes parents, leur expliquer que je t'aime et que je veux prendre soin de toi et du bébé. Et qu'expliquerais-tu exactement? La voix d'Emily portait une note de désespoir. Que tu as 42 ans et que j'en ai 19, que tu étais mon patron quand c'était arrivé. Que nous nous connaissons depuis quelques mois. Mais que c'est suffisant pour construire un mariage? J'expliquerai que parfois l'amour ne suit pas le calendrier que nous attendons. Dit fermement Michael, que parfois le cœur reconnaît ce que l'esprit met plus de temps à accepter. Emily se tourna pour le regarder, ses yeux verts brillants de larmes non versées. Tu y crois vraiment? Ou tu dis juste ce que tu penses que j'ai besoin d'entendre? Michael lui prit les mains, remarquant à quel point elles étaient froides malgré la douceur de l'après-midi. Emily, j'ai passé toute ma vie d'adulte à prendre des décisions calculées basées sur l'évaluation des risques et les résultats potentiels. T'épouser n'a aucun sens selon les normes traditionnelles. Tu es jeune, je ne le suis pas. Tu es idéaliste, je suis cynique. Tu viens d'un monde que je comprends à peine. Et je viens d'un monde qui pourrait te dévorer vivante. Le cœur d'Emily se serra. Mais Michael continua. Mais pour la première fois de ma vie, je me fusse des calculs. Ce qui m'importe, c'est de me réveiller chaque matin avec la chance de te voir sourire. Ce qui m'importe, c'est de tenir notre enfant. Et de savoir que nous avons créé quelque chose de beau ensemble, même si cela a commencé dans des circonstances que nous n'avions ni l'un ni l'autre prévues. Je me soucie de devenir l'homme que tu croyais que je pouvais être cette première nuit. Et mes parents, le scandale, la différence d'âge, on trouvera une solution ensemble. Dis simplement Michael, tout ça. Mais Emily, j'ai besoin que tu saches que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous n'avons plus à les affronter seuls. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le banc à regarder le soleil se coucher sur le lac Michigan, Emily sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas le flottement des nausées matinales, mais quelque chose de plus profond. La reconnaissance que peut-être l'amour consistait vraiment à choisir de croire en quelqu'un malgré les risques, à construire un avenir sur la foi plutôt que sur la certitude. Le gala de charité était tout ce qu'Emily avait imaginé et plus encore. Une vitrine scintillante de l'élite de Chicago, tenue dans la grande salle de bal du Palmehouse, où des lustres en cristal projetaient des prismes arc-en-ciel sur des robes de créateurs et des smoking parfaitement taillés. Elle se tenait aux côtés de Michael, sa main reposant légèrement sur son bras, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. La robe que Michael avait insisté pour lui acheter était simple mais élégante. Une soie vert émeraude profond qui complimentait ses yeux et épousait sa silhouette sans révéler les légers changements que la grossesse avait commencé à apporter. Elle s'était entraînée à marcher avec les talons assortis pendant des heures, déterminée à ne pas se ridiculiser ou à ne pas embarrasser Michael devant ses pairs. « Tu es magnifique », murmura Michael alors qu'il entrait dans la salle de bal, sa voix portant une admiration et une fierté sincère. « J'ai l'air terrifiée, répondit Emily, son sourire éclatant mais fragile. Ça aussi, acquiesça Michael avec une douce pression de la main, mais magnifiquement terrifié. La décision d'assister au gala ensemble avait été l'idée de Michael, une déclaration publique de leur relation qui, comme il l'a dit, ferait taire les commérages inévitables d'un seul coup. Emily avait accepté, en partie par loyauté et en partie par besoin de comprendre exactement à quoi elle envisageait de se joindre. Les chuchotements ont commencé presque immédiatement. C'est Michael Thompson avec cette jeune femme? Elle ne peut pas avoir plus de 20 ans. J'ai entendu dire qu'elle travaillait pour lui. Plutôt soudain, n'est-ce pas? On ne les a jamais vus ensemble auparavant. Les joues d'Emily brûlaient de honte, mais elle garda la tête haute et son expression sereine, puisant dans des réserves de politesse du Midwest que sa mère lui avait inculquées depuis son enfance. À côté d'elle, Michael se déplaçait dans la foule avec sa confiance habituelle, la présentant à des associés et à des connaissances sociales avec une fierté possessive qu'il a
ravissait et la terrifiait à la fois. Michael, chérie, la voix était douce comme du miel avec un tranchant d'acier sous-jacent. Amanda Thompson, l'ex-femme de Michael, s'approcha avec la grâce prédatrice d'une femme qui avait appris à utiliser la beauté comme une arme. Quel plaisir de vous voir ici, et voici votre ami. La pause avant le mot ami était calculée pour blesser. Et Emily sentit le coup même si elle tendit la main avec une courtoisie habituelle. Emily Hanson. C'était un plaisir de vous rencontrer. La poignée de main d'Amanda fut brève et dédaigneuse. Ses yeux bleu pâle cataloguant chaque détail de l'apparence d'Emily avec une précision chirurgicale. C'est rafraîchissant. Michael amène habituellement des compagnes si sophistiquées à ces événements. Emily est très sophistiquée, dit Michael, sa voix portant un avertissement qu'Amanda choisit d'ignorer. Je suis sûr qu'elle, à sa manière. Le sourire d'Amanda était éclatant et cruel. Dites-moi, ma chère, que faites-vous, à part divertir Michael, bien sûr. Emily sentit Michael se tendre à côté d'elle, prêt à intervenir. Mais quelque chose dans le ton condescendant d'Amanda réveilla en Emily une force qu'elle ne se connaissait pas. Je suis en train d'étudier la pédagogie primaire à DePaul, répondit Emily d'un ton égal. Je veux enseigner aux enfants de milieux défavorisés. Leur donner les mêmes chances que j'ai eues en grandissant dans une petite ville où tout le monde croyait au potentiel de chacun. La réponse était parfaitement dosée, assez humble pour ne pas paraître prétentieuse, mais portant une critique implicite du travail caritatif superficiel qui occupait la plupart des femmes de cette salle. Le sourire d'Amanda vacilla légèrement. Comme c'est noble, dit-elle finalement. J'espère que vous pourrez terminer vos études. Les études supérieures peuvent être si exigeantes. J'ai l'intention de finir, dit simplement Emily. Certaines choses valent la peine de se battre, alors qu'Amanda s'éloignait pour trouver une proie plus facile. Michael regarda Emily avec quelque chose qui approchait de l'admiration. C'était magistralement fait. J'ai eu de bons professeurs, répondit Emily en pensant à ses parents et à leur dignité tranquille face au commérage et au jugement d'une petite ville. Ma mère a toujours dit que la grâce sous pression était la marque d'une véritable éducation. La soirée s'est déroulée avec un mélange de triomphe et d'épreuve. Emily a charmé un philanthrope éminent avec sa passion pour la réforme de l'éducation. A tenu tête dans une conversation sur le développement urbain avec un conseiller municipal, et a gracieusement dévié des questions de plus en plus personnelles sur sa relation avec Michael. Mais l'examen constant était épuisant. Chaque interaction, un test de sa valeur pour se tenir aux côtés de Michael dans son monde. Au moment où ils se sont échappés sur la terrasse, sur le toit de l'hôtel pour prendre l'air, Emily se sentait épuisée et émotionnellement à vif. Je suis désolé, dit immédiatement Michael, remarquant sa pâleur au clair de lune. C'était trop tôt. J'aurais dû mieux te préparer. Ce n'est pas ça, dit Emily. Bien que ce le soit en partie, c'est juste que, ils savent tous. Michael, ils peuvent voir exactement ce que c'est. Un homme puissant avec sa maîtresse beaucoup plus jeune, et ils attendent tous de voir combien de temps il faudra avant que tu ne te lasses de la nouveauté. Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance, dit férocement Michael. N'est-ce pas? Emily se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants de larmes non versées. Votre ex-femme a très clairement dit que je suis exactement ce à quoi tout le monde s'attendait. Jeune, naïve, temporaire. Que se passera-t-il lorsque vous commencerez à me voir à travers leurs yeux? Michael lui prit le visage entre ses mains, ses pouces essuyant les larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. Emily, écoute-moi, je fais partie de ce monde depuis 20 ans. Je sais exactement à quel point elle peut être superficielle et jugeant. Mais je sais aussi que ce que nous avons est réel, peu importe ce que les autres pensent. Comment pouvez-vous en être si certain? Parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais fait me demander si la vie que j'ai construite valait la peine d'être vécue, dit simplement Michael. Parce que quand je suis avec toi, je me souviens de ce que ça fait de vouloir quelque chose de plus que le succès, l'approbation ou la bonne adresse sur mes cartes de visite. Emily scruta son visage, cherchant le moindre signe de doute ou de calcul. Au lieu de cela, elle ne trouva que de la sincérité et quelque chose qui aurait pu être de la vulnérabilité. « Michael, je dois te dire quelque chose, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. À propos de ma décision, à propos de nous. » Le cœur de Michael s'arrêta. À propos de quoi? Emily prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour des mots qui changeraient tout. J'ai eu peur des mauvaises choses. J'étais tellement inquiète de ce que les autres penseraient, de savoir si je suis assez sophistiquée ou assez mondaine, que j'ai presque oublié la question la plus importante, qui est de savoir si je vous aime assez pour prendre le risque. Le sourire d'Emily était tremblant mais réel, et c'est le cas. Michael, je t'aime assez pour t'épouser, pour construire une vie avec toi, pour affronter tout ce qui viendra ensuite ensemble. La réponse de Michael fut immédiate et physique. Il la serra dans ses bras avec un soulagement désespéré, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui avait le goût de la promesse et de la
Possibilité. Autour d'eux, la ligne d'horizon de Chicago scintillait comme une constellation de rêves. Et pour la première fois depuis ce matin dévastateur il y a 9 semaines, Emily s'autorisa à croire que peut-être les contes de fées pouvaient devenir réalité. Même lorsqu'ils commençaient par le scandale et l'incertitude. « Êtes-vous certaine » demanda Michael quand ils se séparèrent enfin. Son front contre le sien. « J'ai peur » admit Emily. « Mais oui, je suis certaine. La question est, êtes-vous prêt à épouser quelqu'un qui a encore tant à apprendre sur votre monde ?» Notre monde, corrigea Michael. Et Emily, j'espère que tu m'apprendras autant que je t'apprendrai. L'annonce des fiançailles est parue dans la section Société du Chicago Tribune 3 jours plus tard. Un avis officiel qui a provoqué une onde de choc à la fois dans les cercles professionnels de Michael et dans le petit monde d'Emily. Les appels téléphoniques ont commencé immédiatement. D'abord avec les félicitations inquiètes de David Shem, puis avec des demandes de plus en plus intrusives de la part de journalistes qui avaient eu vent de la différence d'âge et des circonstances inhabituelles. Emily a regardé la coupure de journal que Jessica avait ramenée à la maison. Le texte en noir et blanc rendant leur décision soudainement officielle et irréversible. Le PDG de Thompson Construction, Michael Thompson, annonce ses fiançailles avec Emily Hanson, étudiante à l'université de Paul. Le couple prévoit un mariage d'hiver, 53 mots. Murmura Emily. Toute notre relation réduite à 53 mots. Au moins, ils n'ont pas mentionné ton âge, proposa Jessica, bien que son expression reste troublée. Es-tu sûr de ça, je veux dire, vraiment sûr? Parce qu'une fois que tu seras marié à quelqu'un comme lui, tu ne pourras plus revenir en arrière et être simplement Émilie Ducansa. J'ai cessé d'être simplement Émilie Ducansa au moment où j'ai couché avec lui, répondit Emily avec un sourire désabusé. La question maintenant est de savoir si je peux devenir Emily Thompson sans me perdre dans le processus. Pendant ce temps, Michael faisait face à ses propres interventions inquiètes. Richard Beaumont était arrivé sans prévenir, avec un projet de contrat de mariage qui ressemblait plus à une fusion d'entreprises qu'à un contrat de mariage. C'est une protection standard, insista Richard en étalant les documents sur la table de conférence de Michael. Les biens acquis avant le mariage restent séparés. Des dispositions spécifiques pour la pension alimentaire. Clauses relatives aux intérêts commerciaux. Non. La voix de Michael était plate, finale. Michael, sois raisonnable. Tu vaux près de 50 millions de dollars. Elle a 19 ans et n'a aucun actif. Au moins, protégez-vous de quoi? De la femme que j'aime qui réclame la vie que nous construisons ensemble. La colère de Michael était maîtrisée mais indéniable. Richard, soit tu rédiges un contrat de mariage standard, soit tu te trouves un nouveau client. Et si ça ne marche pas? Si dans 5 ans, elle décide qu'elle veut la moitié de tout ce que vous avez construit? Michael resta silencieux un moment, considérant sérieusement la question. Alors elle l'aura méritée, parce que si j'ai la chance d'avoir 5 ans avec Emily, ce qu'elle prendra vaudra moins que ce qu'elle m'aura donné. La conversation qu'il redoutait. Arrivée ce soir-là, Emily avait insisté pour qu'ils appellent ses parents ensemble, pour leur annoncer la nouvelle correctement avant que les rumeurs n'atteignent les Doubjouk. Par le biais du réseau étendu de relations de petites villes, les mains d'Emily tremblaient alors qu'elle composait le numéro familier. La présence de Michael à côté d'elle sur le canapé, à la fois réconfortante et angoissante. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix grave de son père ne réponde. « Résidence Hanson. Papa, c'est Emily. Est-ce que maman est là? J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. » La fonction de conférence téléphonique du téléphone de Michael n'avait jamais semblé aussi lourde de possibilités de désastre. Lorsque les 2 parents furent en ligne, Emily prit une profonde inspiration et se jeta à l'eau. « Maman, papa, je dois vous dire quelque chose d'important. Je vais me marier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emily pouvait imaginer ses parents dans leur petite cuisine, la main de sa mère pressée sur son cœur, le visage buriné de son père plissé de confusion. « Marié ?» La voix de Marie Hanson était faible. « Ma chérie, tu n'as jamais mentionné que tu sortais avec quelqu'un. » « C'est arrivé rapidement, » dit Emily. L'euphémisme du siècle. « Maman, papa, j'aimerais vous présenter Michael Thompson. Il est ici avec moi. Monsieur et Madame Hanson. » La voix de Michael était soigneusement modulée, respectueuse. « C'est un honneur de vous parler, Monsieur Thompson. » Le ton de Robert Hanson était prudent. « Parlez-nous de vous. Comment avez-vous rencontré notre fille ?» Emily et Michael échangèrent un regard, se souvenant tous deux de leur répétition minutieuse de cette conversation. Ils optèrent pour une version de la vérité qui mettait l'accent sur la connexion sincère tout en minimisant les détails les plus scandaleux. « J'ai rencontré Emily par l'intermédiaire de mon personnel de maison, » dit prudemment Michael. « Elle travaillait à temps partiel tout en fréquentant l'université. J'ai été immédiatement impressionné par son caractère, son dévouement à ses études, ses valeurs. Et vous êtes tous les 2 étudiants à DePaul ? »
demanda Marie, l'espoir évident dans sa voix. Non, maman, répondit Michael. Je suis plus âgé qu'Emily. Assez plus âgé, en fait. Je possède une entreprise de construction ici à Chicago. Le silence s'étira de nouveau. Plus lourd cette fois. De combien plus âgé? La voix de Robert avait pris le ton qu'Emily se rappelait de son adolescence lorsque les garçons venaient la courtiser. J'ai 42 ans, dit simplement Michael. Emily ferma les yeux, attendant l'explosion. Au lieu de cela, elle entendit l'inspiration brusque de sa mère et l'exclamation marmonnée de son père. Emily Rose Olson. La voix de Marie était tendue de choc et de déception. Tu as 19 ans. À quoi penses-tu? Je pense que je l'aime, maman, dit Emily. Sa voix se raffermissant avec conviction. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez prévu pour moi. Je sais que ce n'est pas la vie simple et ordonnée que vous vouliez pour votre fille. Mais Michael est un homme bon, il m'aime et nous voulons construire une vie ensemble. Ma chérie. La voix de Robert était plus douce maintenant, empreinte d'une inquiétude parentale. L'amour est merveilleux, mais le mariage, c'est plus que des sentiments. C'est une question de valeurs partagées, d'objectifs communs, d'avenir compatible. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir en commun avec un homme qui a le double de votre âge? Nous croyons tous les deux que l'amour vaut la peine de se battre, dit Emily. Nous voulons tous les deux créer quelque chose de significatif avec nos vies. Et nous nous engageons tous les deux à faire en sorte que cela fonctionne. Monsieur Thompson. La voix de Marie était soigneusement contrôlée. Quelles sont vos intentions concernant l'éducation de notre fille, ses rêves d'enseigner? Madame Hanson. L'éducation et les objectifs de carrière d'Emily sont ses propres décisions, répondit Michael. Je soutiens la voie qu'elle choisira. Enfin. J'espère qu'elle m'aidera à créer une fondation éducative axée sur les communautés mal desservies. La conversation s'est poursuivie pendant une autre heure. Les deux parents posant des questions de plus en plus détaillées sur les antécédents de Michael. Leur calendrier, leurs projets pour l'avenir. Pendant tout ce temps, Emily a regardé Michael répondre à leurs préoccupations avec patience et respect, sans jamais devenir défensif ou dédaigneux de leurs inquiétudes parentales. Quand ils ont finalement raccroché, Emily s'est sentie émotionnellement épuisée, mais étrangement soulagée. Le secret était enfin dévoilé. Le premier grand obstacle franchi. Il déteste l'idée, dit-elle en s'affaissant contre l'épaule de Michael. Il t'aime, corrigea Michael. Il s'inquiète pour toi. Ce que font les bons parents. Donnent-leur le temps de s'habituer à l'idée. Et s'ils ne le font pas? Michael resta silencieux un moment en réfléchissant. Alors nous leur prouverons le contraire par nos actions. Nous leur montrerons que l'amour peut vraiment combler n'importe quel fossé. Surmonter n'importe quel obstacle. Même le fossé entre la fille d'un fermier du Kansas et un magnat de la construction de Chicago. Surtout celui-là, dit Michael en la serrant plus fort, parce que c'est le fossé qui nous a réunis en premier lieu. Les nausées matinales s'étaient intensifiées au point qu'Emily pouvait à peine garder de l'eau. Encore moins les vitamines prénatales que le Dr. Sarah Chen avait prescrites, assise dans la salle d'examen stérile. Emily agrippa la main de Michael alors qu'il attendait les résultats de ses analyses de sang, tous deux inquiets pour la santé du bébé étant donné son incapacité à maintenir une nutrition adéquate. Madame Thompson en devenir, dit le docteur Chen avec un sourire en entrant, portant un épais dossier. J'ai vos résultats de test, je pense que vous serez satisfait. Le bébé va bien? Demanda immédiatement Emily, sa main libre se posant protectriquement sur son abdomen. Le bébé est en parfaite santé, l'a assuré le Dr. Chen. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Emily, quand avez-vous eu vos dernières règles? Emily échangea un regard avec Michael, tous deux se souvenant du calendrier qu'il avait soigneusement calculé. Il y a environ 12 semaines, peut-être 13, le Dr. Chen hocha la tête, prenant des notes dans le dossier. D'après vos niveaux d'hormones et les mesures de l'échographie, je dirais que vous en êtes en fait environ 14 semaines. Ce qui signifie que la conception a eu lieu il y a environ 12 semaines, et non les 8 ou 9 semaines que vous avez initialement calculées. Emily sentit le monde basculer légèrement sur son axe. Il y a 12 semaines, ça aurait été avant cette nuit avec Michael, avant que tout ne change. Ce n'est pas possible, dit faiblement Emily. Je n'avais pas. Elle ne pouvait pas terminer la phrase. Ne pouvait pas exprimer le fait qu'elle avait été vierge jusqu'à Michael. Le Dr. Chen leva les yeux de ses notes, sentant la tension qui avait soudainement rempli la pièce. Emily, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez discuter en privé? Je peux demander à Monsieur Thompson de sortir si. Non, dit rapidement Emily. Puis regarda Michael avec des yeux effarés. Michael, je ne comprends pas. Le timing n'a pas de sens. L'esprit de Michael tournait à toute vitesse, essayant de traiter les implications de ce qu'il venait d'apprendre. Si Emily était plus avancée qu'il ne le pensait. Si la conception avait eu lieu avant leur nuit ensemble, docteur, dit prudemment Michael, est-il possible qu'il y ait eu une autre rencontre que Emily ne se souvient peut-être pas?
clairement impliquant peut-être de l'alcool ou... Absolument pas, l'interrompit Émilie, sa voix féroce malgré sa confusion. Michael, je te l'ai dit, tu étais mon premier, mon seul. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Le DRChen a regardé entre eux avec une compréhension croissante. Émilie, je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion concernant le moment de votre cycle menstruel. Parfois, surtout avec des règles irrégulières ou du stress, les femmes peuvent confondre d'autres saignements avec la menstruation. Si vous étiez vierge avant votre rencontre avec Monsieur Thompson, alors il est définitivement le père. Mais le timing... Laissez-moi vous montrer quelque chose, docteur, dit Chen en tournant son écran d'ordinateur vers eux. Voici votre échographie de jour. L'image à l'écran était plus claire qu'Emily ne l'avait prévu, une forme minuscule mais incontestablement humaine avec le début des membres et des traits du visage. Mais ce qui attira son attention, c'est le redatage indiquant l'âge gestationnel. 14 semaines, a confirmé le docteur Chen, ce qui signifie que la conception a eu lieu à peu près au moment que vous avez indiqué. Émilie, avez-vous eu des saignements environ 2 semaines après la conception? Un léger saignement que vous auriez pu confondre avec des règles. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent alors que le souvenir se mit en place. Oui, oui, il y a eu de légers saignements. Mais j'ai supposé que c'était juste le geste de tout ce qui s'était passé. C'était le saignement d'implantation, expliqua doucement le DRChen. C'est très courant en début de grossesse. Et beaucoup de femmes le confondent avec des règles légères. C'est pourquoi votre date semblait erronée. Michael sentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit le renverser. Pendant un moment, il s'était demandé s'il y avait eu un autre homme. Une rencontre qu'Émilie avait oubliée ou cachée. La pensée avait été comme un couteau dans sa poitrine. Alors le bébé est définitivement... Comment ça? Émilie, conçue la nuit dont vous m'avez parlé, confirma le DRChen. Et tout semble parfaitement normal. Les nausées matinales devraient commencer à s'atténuer dans les prochaines semaines. Et vous devriez vous sentir beaucoup mieux au 2e trimestre. Alors qu'ils quittaient le cabinet du médecin, Émilie et Michael étaient silencieux, traitant le coup de fouet émotionnel de la dernière heure. Le parking ressemblait à un havre de paix où ils pouvaient enfin parler librement. Je pensais pendant un moment, commença Michael, puis s'arrêta, incertain de la manière d'exprimer ses craintes sans paraître accusateur. Tu as pensé que je t'avais menti, a terminé Émilie, à propos de ma virginité. À propos du fait que tu étais le père. Émilie, Non, c'est bon, dit Émilie, bien que sa voix portât une note de blessure. Je comprends pourquoi tu te poserais la question. Le calendrier était déroutant et tu me connais. Ah, peine. Mais Michael, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne t'ai jamais menti, ni sur mon passé, ni sur mes sentiments. Ni sur quoi que ce soit. Michael s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, ses mains cherchant les siennes. Je le sais. Je l'ai su depuis le début. Pendant un instant, quand le médecin a mentionné le timing, j'ai laissé le doute s'installer. Mais Émilie, même s'il y avait eu quelqu'un d'autre, même si les circonstances étaient différentes, ça n'aurait pas changé ce que je ressens pour toi. Vraiment, vraiment, dit fermement Michael, parce que ce que nous avons, ce n'est pas seulement à propos du bébé, c'était à propos de nous, de qui nous sommes ensemble, de ce que nous faisons ressortir l'un de l'autre. Émilie étudia son visage, cherchant le moindre doute persistant. Au lieu de cela, elle ne trouva que de la sincérité et de l'amour. La même expression qui l'avait captivée cette première nuit. J'ai autre chose à te dire, dit Émilie, sa voix plus douce maintenant. À propos du bébé. Le cœur de Michael se serra. À propos du bébé, Émilie sourit. Son premier vrai sourire depuis son entrée dans le cabinet du médecin. Le DRChen a pu déterminer le sexe à partir de l'échographie. Nous allons avoir une fille, Michael. Une petite fille. Les mots frappèrent Michael comme une révélation. Une fille, sa fille, leur fille. Soudain, le concept abstrait de bébé devint étonnamment réel. Une petite fille avec les yeux d'Émilie et sa détermination têtue. Un avenir qui s'étendait devant eux, rempli de tutus roses, d'histoires au coucher et de premiers jours d'école. Une fille, répéta-t-il, l'émerveillement évident dans sa voix. Es-tu déçu? Je sais que certains hommes préfèrent les fils. Déçu, Michael serra Émilie dans ses bras, là, dans le parking, sans se soucier de qui pourrait les voir. Émilie, je suis terrifié, ravi et complètement dépassé. Une fille signifie apprendre à quelqu'un à être fort, indépendant et courageux. Cela signifie lui montrer ce qu'elle mérite des hommes de sa vie par la façon dont je traite sa mère. Émilie se fondit dans son étreinte, sentant la dernière de ses craintes quant à son engagement se dissiper. C'était l'homme qu'elle allait épouser, quelqu'un qui comprenait qu'aimer une fille signifiait d'abord aimer sa mère avec le genre de respect et de dévotion qui établirait la norme pour toutes les relations qui suivraient. Comment devrions-nous l'appeler? Demanda Émilie, sa voix étouffée contre sa poitrine. Quelque chose de fort, répondit immédiatement Michael. Émilie était assise dans la boutique de mariage entourée de soie blanche et de tulle,
qui coûtait plus cher que l'hypothèque mensuelle de ses parents, essayant de trouver un compromis entre l'insistance larmoyante de sa mère pour quelque chose de simple et d'approprié et l'organisatrice de mariage que Michael avait engagée, qui parlait en termes d'attente de la société et de représentation appropriée. À 16 semaines de grossesse, le corps changeant d'Emily avait déjà éliminé plusieurs options de robe. Et les choix restants semblaient représenter deux femmes différentes. La fille de petite ville que sa mère voulait qu'elle reste, et l'épouse sophistiquée que le monde de Michael s'attendait à ce qu'elle devienne. Quelque chose qui lui rappelle chaque jour qu'elle vient de deux personnes qui s'aimaient assez pour construire quelque chose de beau ensemble contre vent et marée. La planification du mariage était devenue un champ de bataille de visions concurrentes et de sentiments blessés. C'est charmant, ma chérie, dit Marie en touchant une modeste robe trapèze à manches longues et à col haut. Très appropriée pour une jeune femme dans votre situation. Avec respect, Madame Hanson. Vivian Lancaster, l'organisatrice de mariage, intervint avec le genre de fermeté polie qui masquait une profonde irritation. Ce sera un mariage de la haute société. La robe doit affirmer la place de Madame Thompson dans la hiérarchie sociale de Chicago. Emily ferma les yeux, se sentant prise entre deux mondes qui semblaient déterminés à la déchirer. Ses parents étaient arrivés à Chicago 3 jours plus tôt pour les préparatifs du mariage. Et le choc culturel avait été immédiat et brutal. Robert Hanson avait jeté un coup d'œil au penthouse de Michael et demandé si Emily était sûre d'eux. Ne pas s'embarquer dans une affaire trop compliquée avec des gens qui ont plus d'argent que de bon sens. Marie avait rencontré le cercle social de Michael et les avait trouvés charmants, j'en suis sûr, mais peut-être un peu trop soucieux des apparences. Pendant ce temps, Michael faisait face à sa propre crise familiale. Sa sœur cadette, Patricia, était venue de Los Angeles spécialement pour le dissuader de ce qu'elle appelait la crise de la quarantaine la plus chère de l'histoire de la famille. Michael, je comprends l'attrait, dit Patricia alors qu'il était assis dans son bureau, sa voix portant le genre d'honnêteté brutale que seuls les frères et sœurs peuvent livrer. Elle est jeune, elle est belle, elle est probablement incroyable au lit, mais le mariage avec quelqu'un qui ne sait même pas quelle fourchette utiliser pour la salade? Ce n'est pas une question de fourchette, Patricia, répondit Michael, sa patience s'amenuisant. C'est une question d'amour. Quelque chose que tu reconnaîtrais peut-être si tu l'avais déjà vécu toi-même. Ne me fais pas là. Morale sur l'amour, répliqua Patricia. Je suis mariée au même homme depuis 15 ans. Nous avons construit notre relation sur un terrain d'entente, des expériences partagées, des objectifs compatibles. Qu'avez-vous, Emily et toi, à part une attirance sexuelle et une grossesse non planifiée? La question a touché plus près de la réalité que Michael ne voulait l'admettre au cours des dernières semaines. Alors que la réalité de la fusion de leur vie devenait de plus en plus compliquée, il avait commencé à se demander si les sceptiques n'avaient pas raison. Chaque événement social devenait un champ de mine d'explications maladroites. Chaque interaction avec les parents d'Emily mettait en évidence les vastes différences de leur origine. Chaque réunion d'affaires comprenait maintenant des spéculations murmurées sur son jugement et sa stabilité. Le point de rupture est survenu lors de ce qui était censé être un simple dîner dans un restaurant haut de gamme. La tentative de Michael de présenter les parents d'Emily à certains de ses amis les plus proches. La soirée avait commencé maladroitement et s'était rapidement détériorée lorsque la conversation s'est tournée vers l'actualité. Je ne comprends tout simplement pas comment quelqu'un pourrait soutenir ces politiques, a déclaré Margaret Weaverly, l'épouse de l'un des plus gros investisseurs de Michael, sa voix portant le dédain désinvolte de quelqu'un habitué à ce qu'on soit d'accord avec elle. Il est évident que l'aide gouvernementale ne fait que créer une dépendance au lieu d'encourager la responsabilité personnelle. Robert Hanson, qui avait passé toute sa vie à travailler à plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, posa sa fourchette avec la précision soignée d'un homme maîtrisant sa colère. Madame Weaverly, avec respect. Je pense que vous seriez surprise de voir à quel point la plupart des gens travaillent dur, même lorsqu'ils ont besoin d'un peu d'aide pour s'en sortir. Oh, je suis sûr qu'il y a des exceptions, répondit Margaret avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais vous devez bien admettre que les gens qui font de meilleurs choix réussissent généralement mieux dans la vie. L'implication flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie. Que des gens comme Robert et Mary Hanson, des gens qui luttaient financièrement malgré tous leurs efforts, avaient en quelque sorte fait des choix inférieurs. Emily sentit ses joues brûler d'humiliation, non pas pour elle-même, mais pour ses parents, qui restaient assis avec une dignité tranquille tout en étant traités avec condescendance par des gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie. Je pense, dit prudemment Emily, sa voix ferme malgré la colère qui montait en elle, que certaines personnes naissent sur la troisième base et pensent qu'elles ont frappé un triple. La table se tut, le sourire de Margaret vacilla. Et Michael sentit son cœur s'arrêter alors qu'il réalisait qu'Emily venait d'insulter l'une de ses relations d'affaires les plus importantes. Je vous demande pardon,
La voix de Margaret était glaciale. « Je pense que vous m'avez bien entendu. » Répondit Emily, sa politesse du Midwest incapable de dissimuler l'acier dans son ton. Certaines personnes confondent privilège et vertu. Le dîner s'est terminé peu après. Avec des adieux guindés et des promesses de se revoir bientôt que tout le monde savait être des mensonges. Les amis de Michael sont partis avec un choc à peine dissimulé. Les parents d'Emily avec une gemme tranquille, et Emily elle-même avec la prise de conscience croissante qu'elle n'avait peut-être vraiment pas ça. Place dans le monde de Michael. De retour au penthouse, la confrontation qui couvait depuis des semaines a finalement éclaté. À quoi pensais-tu? La voix de Michael était maîtrisée. Mais Emily pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses mains se serraient et se desserraient à ses côtés. Je pensais que je ne pouvais plus rester là à les regarder condescendre envers mes parents. Répondit Emily, sa propre colère trouvant enfin sa voix. Ces gens insultaient tout ce que ma famille représente. Et tu es resté assis là comme si c'était normal. C'est normal, dit Michael. Puis il regretta immédiatement ses paroles. Emily le fixa comme s'il l'avait giflé. Normal? Est-il normal que vos amis sous-entendent que les personnes qui ont des difficultés financières sont en quelque sorte moralement inférieures? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que vouliez-vous dire, Michael? La voix d'Emily s'éleva, toute la frustration et le doute des dernières semaines se déversant. Car il semblait que vous disiez que votre monde est plus important que le mien, que je devrais juste sourire et hocher la tête pendant que des gens comme Margaret Waverly rejettent mes parents comme des échecs. Michael passa ses mains dans ses cheveux, sentant le poids d'attentes impossibles. Emily, le mari de Margaret Waverly, contrôle 40% de mes investissements commerciaux. L'insulter pourrait me coûter des millions de dollars et des dizaines d'emplois pour mes employés. Et ça compte plus que de défendre ce qui est juste parfois, dans le monde réel. Il faut choisir ses batailles, dit Michael, sa voix plus dure maintenant. Parfois. Il faut sourire et être diplomate même quand on n'est pas d'accord avec les gens. Le monde réel? Le rire d'Emily était amer. Michael, que penses-tu de mon monde? Tu penses que grandir dans une famille qui devait choisir entre réparer la voiture et acheter des manteaux d'hiver n'est pas le monde réel? Tu penses que travailler à 3 emplois pour payer l'université n'est pas réel? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ça, dit Emily, les larmes coulant maintenant sur son visage. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu penses que ton monde est le vrai, celui qui compte, et que le mien n'est qu'une petite existence pittoresque qui ne compte pas quand elle entre en conflit avec tes intérêts commerciaux. L'accusation flottait entre eux comme un abîme, révélant les lignes de faille qui s'étaient accumulées sous leur relation depuis le début. Michael regarda Emily, cette femme féroce et pleine de principes dont il était tombé amoureux, et vit la blessure dans ses yeux, la prise de conscience croissante que peut-être l'amour n'était vraiment pas suffisant pour combler le fossé entre leurs mondes. Emily, dit-il doucement en la prenant dans ses bras. Elle recula en secouant la tête. Non, Michael. Je pense que nous devons tous les deux admettre ce qui est évident depuis le début. Nous n'appartenons pas ensemble, nous venons de mondes différents. Nous avons des valeurs différentes et aucun amour ne changera cela. Tu ne le penses pas, n'est-ce pas? La voix d'Emily était stable maintenant, résignée. Michael, je t'aime tellement que ça me fait mal. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et tu ne peux pas passer la tienne à défendre des choix qui compromettent tout ce que tu as construit. Emily se dirigea vers la chambre, ses mouvements prudents et délibérés. Je vais faire mes valises. Je resterai avec Jessica jusqu'à ce que je puisse trouver quoi faire. Ensuite, Emily, s'il te plaît, le bébé sera toujours à toi, dit-elle sans se retourner, mais je ne peux pas t'épouser, Michael. Nous méritons tous les deux mieux qu'un mariage bâti sur l'espoir que l'amour suffira quand tout le reste nous déchira. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Emily avait quitté le penthouse de Michael, 3 mois pendant lesquels elle était retournée à Meadowbrook et avait essayé de reconstruire une vie à partir des décombres de ses rêves brisés. La petite ville du Kansas l'a accueillie avec la compassion tranquille que les communautés rurales réservent aux leurs, ne posant aucune question sur son ventre qui s'arrondissait ou sur la douleur qui assombrissait ses yeux. Elle avait pris un emploi à la bibliothèque locale, ses crédits universitaires étant suffisants pour la qualifier comme assistante bibliothécaire. Pendant qu'elle terminait son diplôme par correspondance, le travail était paisible, attentif, cataloguant des livres et aidant les enfants avec leurs devoirs pendant que sa fille grandissait plus forte à l'intérieur d'elle. À 24 semaines de grossesse, l'état d'Emily était impossible à cacher. Mais Meadowbrook avait simplement ajusté ses attentes sans drame ni jugement. Michael, pendant ce temps, s'était jeté dans le travail avec l'intensité désespérée d'un homme essayant de fuir ses propres pensées. Thompson Construction avait obtenu 3 contrats majeurs au cours du dernier trimestre, s'étendant sur des marchés que Michael n'avait jamais envisagés auparavant. Mais le succès semblait vite sans Emily pour le partager.
Et le penthouse vide résonnait de souvenirs de son rire et de sa présence tranquille. L'appel est arrivé un mardi soir, alors qu'Emily était assise sur le porche de ses parents. Regardant le coucher de soleil du camp peindre les champs de blé en or, la voix du DR Chen portait une inquiétude qui glaça le sang d'Emily. Emily. J'ai besoin que vous veniez pour des tests supplémentaires. L'échographie a montré quelques irrégularités qui nécessitent une attention immédiate. Quel genre d'irrégularité? La main d'Emily se posa protectrice sur son ventre où sa fille avait été remarquablement active ce jour-là. Ce n'est probablement rien de grave. Mais il y a des marqueurs qui suggèrent de possibles complications. Quand pouvez-vous arriver à Chicago? Emily ferma les yeux, sentant le poids de la décision peser sur elle. Chicago signifiait affronter Michael, affronter la vie qu'elle avait fuie, risquer la paix fragile qu'elle avait construite à Meadowbrook, mais cela signifiait aussi les meilleurs soins possibles pour sa fille. Je serai là demain, dit-elle. Le trajet en train pour Chicago ressemblait à un voyage dans le temps. Chaque kilomètre rapprocha Emily du monde qu'elle avait fui et de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Son reflet dans la fenêtre montrait les changements que 3 mois avaient opérés, son visage plus plein, son corps visiblement enceinte, ses yeux portant une maturité qui n'était pas là auparavant. Le cabinet du DR Chen était exactement comme Emily s'en souvenait. Mais les résultats de l'échographie n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait. La bonne nouvelle, c'est que votre fille est en parfaite santé, a déclaré le DR Chen en ajustant le moniteur pour qu'Emily puisse voir les détails remarquables du visage de son enfant. Les marqueurs préoccupants dont nous avons discuté se sont résolus. Mais il y a autre chose dont nous devons parler. Le cœur d'Emily se serra. Qu'est-ce que c'est de vous présenter des signes de prééclampsie, une tension artérielle élevée, des protéines dans vos urines? C'est gérable. Mais cela nécessite une surveillance attentive et potentiellement un accouchement précoce. Emily, vous devez être près d'un grand centre médical pour le reste de votre grossesse. Le diagnostic a frappé Emily comme un coup physique. La prééclampsie pouvait menacer à la fois sa vie et celle de sa fille, nécessitant le type de soins spécialisés qui n'était tout simplement pas disponible là. Mais Doubjouk, elle devrait retourner à Chicago, devrait affronter la vie qu'elle avait rejetée. Il y a autre chose, continua doucement le DR Chen. J'ai pris la liberté d'appeler Monsieur Thompson lorsque nous avons fixé ce rendez-vous. Il est inscrit comme votre contact d'urgence et étant donné les circonstances, il est là. La voix d'Emily était à peine un murmure. Il est ici depuis 6 heures, répondit le DR Chen avec un petit sourire. Emily, je ne connais pas les détails de votre situation. Mais cet homme a appelé mon bureau chaque semaine depuis votre départ, demandant des nouvelles de votre santé et du développement du bébé. Quoi qu'il se soit passé entre vous, son inquiétude pour vous deux est sincère. Emily trouva Michael dans la salle d'attente de l'hôpital. Son apparence habituellement impeccable débraillée par des heures d'inquiétude. Il avait la tête entre les mains et quand il leva les yeux au son de ses pas, Emily vit une vulnérabilité dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Emily, son nom s'échappa de ses lèvres comme une prière, comme une excuse, comme une promesse tout à la fois. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement à travers l'espace stérile. 3 mois de séparation et de chagrin s'étirant entre eux comme un océan. Emily observa les changements de son apparence, les nouvelles rides autour de ses yeux, la façon dont ses épaules semblaient porter un fardeau plus lourd, l'alliance qu'il portait toujours à sa main droite malgré leur fiançailles rompue. Le DR Chen a dit que vous aviez appelé, dit doucement Emily. Une main posée sur son ventre arrondi où leur fille donnait des coups de pied comme si elle sentait la présence de son père. Chaque semaine, admit Michael, se levant lentement de sa chaise. J'avais besoin de savoir que vous alliez bien toutes les deux. J'avais besoin de savoir que ma fierté et ma stupidité ne m'avaient pas coûté les 2 personnes les plus importantes de ma vie, la résolution d'Emily, soigneusement construite au cours de 3 mois à se dire qu'elle avait fait le bon choix, commença à s'effriter. Michael, rien n'a changé, nous venons toujours de mondes différents. Nous voulons toujours des choses différentes. Non, interrompit Michael en s'approchant. Tout a changé, j'ai changé. Emily, ces 3 derniers mois sans toi ont été les plus longs de ma vie. Chaque succès semblait vide de sens, chaque réalisation creuse. J'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur la construction d'une vie qui avait l'air impressionnante de l'extérieur que j'ai oublié d'en construire une qui comptait vraiment. Que dis-tu? Michael fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un morceau de papier plié. Une annonce immobilière qui fit battre le cœur d'Emily. C'était une ferme à Meadowbrook, Kansas, avec une clôture blanche et une grange rouge qui avait besoin d'être peinte. J'ai fait des recherches sur des projets de développement rural, dit Michael, sa voix gagnant en confiance. Saviez-vous que les petites villes du Midwest ont désespérément besoin d'amélioration des infrastructures, de meilleures écoles, de bâtiments municipaux mis à jour, de logements abordables pour les jeunes familles? Emily fixa l'annonce, osant à peine croire ce qu'elle voyait. Vous avez acheté une maison à Meadowbrook, j'ai fait une offre, corrigea Michael,
sous réserve de l'approbation de la femme que j'aime et de la fille que nous allons élever. Ensemble, Emily. Je n'ai pas besoin des événements de la société de Chicago et des dîners d'affaires avec des gens qui pensent que l'argent les rend meilleurs que les autres. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de notre famille. J'ai besoin d'avoir la chance de construire quelque chose de réel. Dans un endroit où le caractère compte plus que la valeur nette. Les larmes coulaient sur le visage d'Emily alors que les implications complètes de ce qu'il disait s'imposaient à elle. Tu abandonnerais toute ton entreprise, ta vie ici, je n'abandonne rien. Dit Michael en s'approchant assez pour lui toucher le visage avec des doigts doux. Je gagne tout. Ce qui compte vraiment. Thompson Construction peut opérer de n'importe où. Enfin, il y a probablement plus de travail honnête à faire dans les petites villes que dans les villes où tout est question de qui vous connaissez et de qui vous graissez la patte. Mais vos amis, votre réputation, mes amis accepteront soit la femme que j'aime, soit ils n'ont jamais été vraiment des amis, dit fermement Michael. Et quant à ma réputation, je préférerais être connu comme l'homme qui a été assez intelligent pour épouser Millie Hanson que comme l'homme d'affaires prospère qui était trop fier pour admettre quand il avait tort. Emily scruta son visage, cherchant le moindre signe que c'était une autre décision impulsive qu'il pourrait regretter plus tard. Au lieu de cela, elle trouva la même sincérité qui l'avait captivée dès leur première vraie conversation. Maintenant tempérée par une sagesse durement acquise. La prééclampsie, dit-elle, exprimant sa dernière crainte. Le docteur Chen dit que je dois rester près d'un grand centre médical. Alors nous resterons en Chicago jusqu'à la naissance du bébé, répondit Michael sans hésitation. Nous nous marierons ici, avec tes parents et tous les amis que tu voudras. Pas de mariage mondain, pas de politique de liste d'invités, juste nous. Nous promettons de nous aimer pour le reste de nos vies. Et puis, quand notre fille sera là en toute sécurité et que vous serez toutes les deux en bonne santé, nous rentrerons au Kansas et construirons la vie que nous aurions dû planifier depuis le début. Emily sentit la dernière de sa résistance fondre. Ce n'était pas le Michael qui s'était plus préoccupé des relations d'affaires que de défendre ceux qui étaient justes. C'était un homme qui avait appris à donner la priorité à l'amour sur les apparences, à la famille sur le statut, à la connexion réelle sur la sophistication superficielle. Tu es sûr? Murmura-t-elle. Vraiment sûr, car je ne peux pas revivre ta perte. La réponse de Michael fut de la prendre dans ses bras, en faisant attention à son ventre de femme enceinte, et de la tenir avec le soulagement désespéré d'un homme qui avait retrouvé le chemin du seul foyer qui comptait. Émilie, je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Je t'aime, non pas parce que tu portes mon enfant, non pas parce que je me sens obligé de le faire, mais parce que tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur, non pas pour les apparences ou le profit, mais parce que tu mérites la meilleure version de moi-même. Alors qu'ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre dans la salle d'attente de l'hôpital, Émilie sentit leur fille donner des coups de pied et vigoureux comme pour approuver la réunion de ses parents. Autour d'eux, l'hôpital animé continuait son rythme de vie et de guérison. Mais pour Émilie et Michael, le temps semblait suspendu dans une bulle de possibilités et de promesses. « Je t'aime aussi » murmura Émilie contre sa poitrine. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand je pensais que nous étions impossibles. »« Nous ne sommes pas impossibles, » dit Michael. La voix épaisse d'émotion. « Nous sommes juste compliqués. Mais les meilleures choses de la vie le sont généralement. » Le Dr. Chen les trouva ainsi 20 minutes plus tard, se tenant toujours dans les bras l'un de l'autre, comme s'ils craignaient que l'autre ne disparaisse. Elle sourit à la réconciliation évidente, ayant vu suffisamment de couples traverser des crises médicales pour reconnaître le véritable amour lorsqu'elle le rencontrait. « Je déteste interrompre, dit-elle doucement, mais nous devons discuter du plan de soins d'Emily. Et Monsieur Thompson, je crois que vous aviez des questions sur le processus d'accouchement. » Emily leva les yeux vers Michael avec surprise. « Vous avez posé des questions sur le travail et l'accouchement ?» Les joues de Michael rougirent légèrement. « Je voulais comprendre ce que tu allais traverser. Je me suis dit que si j'allais être ton partenaire dans cette affaire, je devais savoir à quoi je m'engageais. » La simple déclaration, si différente de ses suppositions antérieures sur ce à quoi leur relation ressemblerait, fit monter de nouvelles larmes aux yeux d'Emily. Cette fois, c'étaient des larmes de joie. 2 semaines plus tard, Emily se tenait dans la petite chapelle de l'église catholique Saint-Marie à Medloubjouk, portant les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère et une simple robe ivoire qui convenait à sa grossesse de 7 mois. La liste des invités était restreinte, ses parents, la sœur de Michael, Patricia, qui était venue de Los Angeles avec des excuses étonnamment sincères, Jessica de Chicago, et une poignée d'amis d'enfance d'Emily qui la connaissait depuis l'école primaire. Michael se tenait à l'hôtel, plus beau qu'Emily ne l'avait jamais vu. Quand le père Murphy lui demanda s'il prenait Emily pour épouse, la voix de Michael résonna claire et forte dans la petite église. « Je le veux. Je prends Emily non seulement comme mon épouse, mais comme ma partenaire, mon égale.
Ma meilleure amie est l'amour de ma vie. Je promets d'honorer ses rêves autant que les miens, de soutenir ses objectifs même lorsqu'ils défient les miens, et de ne plus jamais oublier que l'homme le plus riche du monde est celui qui est aimé par une femme comme Emily Hanson. Les vœux d'Emily étaient tout aussi sincères. Michael, je te prends non pas parce que tu peux subvenir à mes besoins, mais parce que tu me vois tel que je suis vraiment et que tu m'aimes quand même. Je promets de te défier quand tu en auras besoin, de te soutenir quand tu en auras besoin, et de ne jamais te laisser oublier que la vraie richesse se mesure en amour, pas en dollars. Quand ils se sont embrassés pour sceller leur mariage, la petite congrégation a éclaté en applaudissements, mais Émilie l'a à peine entendu. Son monde entier s'était rétréci à l'homme qui la tenait, à la vie qu'ils construisaient ensemble, et à la fille qui arriverait dans seulement 2 mois pour compléter leur famille non conventionnelle. La réception a eu lieu dans la salle paroissiale de l'église, avec la fameuse tarte aux pommes de Mary Hanson à la place d'un gâteau de mariage, et le toast sincère de Robert Hanson sur l'importance de trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être meilleur que vous n'êtes. J'avoue, a déclaré Robert en levant son verre de thé glacé. Quand Emily nous a parlé de Michael pour la première fois, j'avais des doutes. Il vient d'un monde différent du nôtre, avec des expériences et des défis différents. Mais en les regardant ensemble ces dernières semaines, en voyant comment il regarde ma fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, je sais qu'Emily a bien choisi. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous ressemble exactement, mais à trouver quelqu'un qui complète, qui vous était, qui inspire, qui vous voulez devenir. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à rentrer chez eux, Emily et Michael étaient assis sur les marches de l'église, regardant les étoiles du Kansas apparaître dans le ciel clair du pays. La tête d'Emily reposait sur l'épaule de Michael, sa main dans la sienne, leurs alliances captant le clair de lune. Pas de regret? Demanda doucement Emily. Un seul, répondit Michael, puis il sourit à son expression inquiète. Je regrette d'avoir mis si longtemps à réaliser que ceci, toi, moi, notre famille, vaut plus que n'importe quel accord commercial ou relation sociale que j'ai jamais conclu. Et tu es vraiment prêt à vivre à Meadowbrook? Population 1204 maintenant que tu es officiellement un résident? Michael rit. Le son riche et libre dans la nuit de la prairie. Emily, j'ai passé 20 ans à construire une vie qui avait l'air réussie de l'extérieur, mais qui était vide à l'intérieur. Je suis prêt à passer les 20 prochaines années à construire quelque chose de réel avec la femme que j'aime, dans un endroit où les gens croient encore aux choses qui comptent vraiment. 3 semaines plus tard, Sophia Rose Thompson a fait son entrée spectaculaire dans le monde. 2 semaines plus tôt, par césarienne d'urgence lorsque la tension artérielle d'Emily a dangereusement augmenté. Michael était dans la salle d'accouchement, tenant la main d'Emily et lui murmurant des encouragements alors que leur fille se battait pour existait avec la détermination typique des Thompson et l'entêtement des Hanson. Quand le DR Chen a placé le minuscule bébé parfait sur la poitrine d'Emily, les deux parents ont pleuré devant la beauté écrasante de ce qu'ils avaient créé ensemble. Sophia avait les cheveux noirs de Michael et les yeux verts d'Emily. Et quand elle a enroulé ses doigts incroyablement petits autour du pouce de Michael, il a senti son cœur se dilater d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Elle est parfaite, murmura Emily, épuisée mais radieuse, tout comme sa mère, répondit Michael en embrassant le front d'Emily avec une tendresse infinie. 1 an plus tard, la famille Thompson était installée dans leur ferme rénovée à Meadowbrook, où Emily enseignait en 3e année à l'école primaire locale, et Michael dirigeait sa société de construction depuis un bureau aménagé dans une grange. Thompson Construction était devenue l'entreprise de référence pour les projets de développement rural dans 3 États, construisant des logements abordables, modernisant des écoles et améliorant les infrastructures dans de petites villes oubliées par les grandes entreprises. Un soir de printemps chaud, alors qu'Emily allaitait bébé Sophia sur le porche pendant que Michael travaillait dans le jardin qu'ils avaient planté ensemble, elle réfléchit au voyage improbable qui les avait menés à ce moment de contentement parfait. Pensez-vous qu'elle comprendra un jour? Demanda Emily en désignant leur fille. Comment nous nous sommes rencontrés, toutes les complications, les erreurs et les occasions manquées qui nous ont réunis. Michael leva les yeux des plants de tomates qu'il tutorait, de la terre sur les mains et de la satisfaction dans les yeux. Je pense qu'elle comprendra que parfois, les meilleures choses de la vie commencent de la manière la plus inattendue et que l'amour, le véritable amour, ne dépend pas de circonstances parfaites ou d'un timing idéal. Il s'agit de 2 personnes qui décident que ce qu'elles ont ensemble vaut la peine de se battre, comme si elle était convoquée par la conversation de ses parents. Sophia ouvrit les yeux et regarda Emily avec la sagesse sereine que les bébés affichent parfois, comme s'ils se souvenaient de secrets d'avant leur naissance. Emily sourit à sa fille. Ce mélange parfait de 2 personnes imparfaites qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre, contre vent et marée. Bienvenue au monde, petite, murmura Emily. Ton papa et moi avons une sacrée histoire à te raconter un jour. Michael les rejoignit sur la balançoire du porche,
enlaçant sa femme et sa fille alors que le coucher de soleil du camp peignait le ciel de nuances. De promesses. L'avenir s'étendait devant, incertain dans ses détails mais sûr dans ses fondations d'amour, de respect et de la sagesse durement acquise que les meilleures choses de la vie valent la peine. D'attendre, de se battre et de construire ensemble, un jour à la fois. Au loin, les cloches de l'église de Medoub jouxelaient l'heure. Leur son se propageant à travers les champs de blé comme une bénédiction, comme une célébration, comme un rappel que parfois les plus belles histoires d'amour commencent dans des circonstances les plus improbables et se terminent par le bonheur le plus extraordinaire. L'homme d'affaires qui avait autrefois pensé que l'amour était un luxe qui ne pouvait pas se permettre avait appris que c'était en fait le seul investissement qui comptait vraiment. La fille de petite ville qui pensait devoir se changer pour s'adapter au monde de quelqu'un d'autre avait découvert que la bonne personne l'aimerait exactement comme elle était, tout en l'inspirant à devenir encore meilleure. Ensemble, ils avaient construit quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu créer seul. Un amour qui transcendait les différences d'âge, de milieu et de circonstances pour devenir un témoignage du pouvoir transformateur de se choisir. Chaque jour, quels que soient les défis qui se présentaient.